Il existe sur notre planète un pays béni par la nature. Un pays où les terres riches, fertiles et bien arrosées ont donné naissance à une vie sauvage exceptionnelle. Ce pays, c'est le vôtre, et vous allez le découvrir comme vous ne l'avez jamais vu. Que regarde ce grand cerf alors qu'un nouveau jour se lève? Un territoire doué d'une nature prodigieuse. Un pays qui, par sa diversité, a attiré des hommes depuis des millénaires, la France. Les animaux qui peuplent nos contrées ont de fabuleuses aventures à nous raconter. Ils vivent là, tout proche de nous, à l'abri de nos regards. Mais ils ne sont pas dans un autre monde. Des hommes et des femmes partagent leur vie. Ils luttent pour survivre, se battent et se réconcilient. Ils se choisissent pour donner la vie et déploient des efforts immenses pour élever leurs petits. Ils se métamorphosent et acquièrent des pouvoirs insoupçonnés. Ils voyagent et traversent de longues distances au-dessus de nos têtes. Des hommes les protègent, d'autres les soignent. Certains même font alliance avec eux. Des cimes des plus hautes montagnes jusqu'aux rives de nos océans, voici les secrets de ce monde sauvage qui nous entoure. Les destins étonnants de nos voisins méconnus et des hommes qui vivent à leur contact. Un grand voyage dans ce pays secret qui est le nôtre, le plus beau pays du monde. Notre histoire commence dans un milieu extrême, la haute montagne. À première vue, tout semble calme, mais à y regarder de plus près, c'est une zone de survie. Les animaux et les plantes se livrent à une véritable course contre le temps, une lutte contre l'hiver et sa rudesse. Pour s'y adapter, la vie a inventé d'incroyables évolutions. Ici, on s'habille d'une couche de graisse et d'une fourrure capable de résister au froid polaire. On dort pendant 6 mois en abaissant son rythme cardiaque à 1 pulsation par minute et en baissant sa température à 4 degrés. Pour profiter du soleil le plus longtemps possible, les plantes commencent à fleurir sous la neige. Et quand arrive le printemps, tout le monde sort de son refuge. Nous sommes dans la chaîne des Pyrénées. C'est là que vit l'animal le plus puissant du continent. L'ours brun est une force de la nature. Dès les beaux jours, ce grand solitaire a un besoin vital, dévorer tout ce qu'il trouve. Il n'a rien mangé depuis des mois et perdu 1/3 de son poids pendant l'hiver. Le plantigrade ne voit pas très bien, mais il dispose d'un nez prodigieux. Il est capable de sentir une nourriture à 10 km de distance. Son odorat a repéré un mouflon mort au-delà des cimes. Pour satisfaire son appétit, l'ours est capable de parcourir des kilomètres chaque jour. C'est un marathonien des montagnes. Au printemps, son régime recommande abondance de protéines. Le mouflon sera idéal. Ce n'est pas le moment de penser à autre chose. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Une petite pause vers de terre ne fera pas de mal. Pas de quoi reconstituer ses réserves de graisse, mais tellement succulent. C'est reparti. Direction le mouflon. Le régime protéiné, d'accord. Mais il y a aussi les fruits.
Les vitamines des fruits, c'est bon pour la santé. Maintenant, le gibier, on ne s'arrête plus. Et les fourmis? C'est des protéines. Le problème avec les fourmis, c'est que ça gratte. Ça se glisse sous les poils. Tiens, il y a bien quelques termites sous l'écorce. Ah non, mais ça gratte trop. Ben voilà, on voulait juste se nettoyer et une truite vous passe entre les pattes. Là, c'est de la provocation. Et puis la chair douce est pleine de calcium du poisson, c'est bon pour les os. Mais qu'est-ce que c'est? Alors les framboises, désolé. Impossible de résister. La technique est un peu fastidieuse, mais chaque bouchée mérite d'être appréciée. Notre gourmet essaime dans les montagnes les graines qu'il a ingérées. Il participe à la biodiversité, sans le savoir. L'ours vit dans nos montagnes depuis 250 000 ans et il a bien failli disparaître au XXIe siècle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à le réintroduire. Les mammifères représentent un tiers de la nourriture d'un ours. Et s'il arrive que celui-ci s'attaque au troupeau des hommes, c'est parce qu'ils sont faciles à attraper et que l'ours ne sait pas que c'est une viande réservée. Les anciens racontaient aux enfants que si l'on rencontrait un ours, il fallait lui parler poliment, car il a le don de comprendre les hommes. Si vous en croisez un, restez calme, ne courez pas et allez-vous-en tranquillement. Sur notre flanc est se dressent les Alpes, un arc montagneux de 1200 km, un colosse qui orchestre notre climat et garde pour nous les réserves d'eau qui irriguent nos plaines. Nous sommes dans le parc national des Écrins, 150 sommets dépassant 3000 mètres d'altitude et 10 000 hectares de glaciers. Ce territoire est le royaume d'un animal de légende, l'aigle royal. Pour préserver cet écosystème, des hommes ont décidé d'y consacrer leur vie. Parmi eux, il en est un qui arpente ces montagnes depuis son enfance. Christian Kouloumi est passionné par tout ce qui vit ici. Mais l'aigle royal a conquis son cœur. Chaque année, il recommence sa traque. Trouver leur nid, connaître le nombre de petits et être sûr qu'ils ont autour d'eux toutes les conditions qui leur permettent de survivre et de continuer à peupler nos cieux. Les premiers éleveurs se sont installés sur ces montagnes il y a 5000 ans. L'aigle y vit depuis 300 000 ans. C'est un oiseau terriblement jaloux du territoire qu'il occupe. Si un autre aigle pénètre chez lui, il l'agresse. C'est un combat sans merci. Il est capable de tuer. Dans son ascension, Christian traverse de nombreux milieux très différents. Du fond de la vallée jusqu'au glacier, c'est comme si l'on voyageait de la Provence au cercle polaire. À chaque étage, ces plantes, ces animaux. 3 km de dénivelé qui révèlent autant de diversité que 3000 km sur la planète. Leur seul lien, c'est cette eau que la montagne propulse dans les vallées. En suivant les torrents, il a découvert un tout petit oiseau qui a développé des facultés uniques au monde.
Le cincle plongeur se nourrit de petits mollusques aquatiques qui vivent au fond des rivières. Aussi étrange que cela puisse paraître, il est capable de plonger dans l'eau glaciale. Aucun autre oiseau ne sait comme lui se mouvoir sous l'eau. Il nage avec ses ailes. Pour nourrir ses petits, il plonge jusqu'à 2 mètres de profondeur et reste plus de 15 secondes en apnée totale. Et cela plusieurs fois par jour. L'étage montagnard où vivent les hommes s'arrête ici. À partir de 1600 mètres, un nouveau monde commence. La grande forêt de conifères, les mélèzes, les sapins, les épicéas, un milieu semblable à la grande taïga de Sibérie. À la lisière de la forêt, l'aigle aime fabriquer son nid. Mais trouver son refuge n'est pas gagné d'avance, car le grand oiseau est extrêmement discret. Et surtout rester à distance, car l'animal a beau être fort et puissant, il a peur de nous. Le roi est farouche. C'est plus haut que se situe son territoire de chasse, là où les arbres se raréfient, où le milieu s'ouvre à ses yeux perçants, où l'herbe devient reine. Quand on sort de la forêt, on franchit ce que Christian appelle la zone de combat. Les arbres jettent leurs branches par terre. Ils n'en peuvent plus. Il y a de la douleur dans ceux qui tentent l'aventure. La pelouse alpine prend le relais, un milieu qui ressemble à la toundra du Grand Nord. Depuis la préhistoire, et pour fuir nos ancêtres chasseurs, la marmotte s'est réfugiée dans ces prairies d'altitude. Pour se livrer librement à leurs activités quotidiennes, elles ont mis au point un système de surveillance collective. Des sentinelles se relaient sur le territoire de la colonie. Ainsi, elles peuvent en toute sérénité élever leurs marmotons et passer du temps à jouer et à vivre ensemble. Et encore plus étonnant, elles ont un langage. Elles peuvent à distance indiquer aux autres la nature et la proximité d'un danger. Le sifflement répété signifie « Le danger approche, soyez sur vos gardes ». Le sifflement bref « Tout le monde aux abris ». Depuis le temps que Christian l'observe, le rapace s'est habitué à sa présence. Et parfois, un miracle se produit. L'aigle a une vue 8 fois supérieure à celle de l'homme et un champ de vision de 300 degrés. Rien ne lui échappe. L'aigle prend de l'altitude pour choisir sa proie. C'est la dure loi de la nature. Mais sans marmotte, il n'y aurait peut-être plus d'aigle. Dernière étape de cette ascension, les sommets. Sur ces pentes vertigineuses, on entend parfois rouler des pierres. Ce sont les chamois.
Leur refuge à eux, c'est la verticale. Les neiges éternelles et le glacier, comme au cercle polaire. On pourrait croire qu'ici, plus aucune vie ne résiste aux éléments, mais on se trompe. Normalement, la neige est blanche, mais au printemps, elle peut également être rose. C'est une algue qui prospère sur la neige. Et de quoi se nourrit-elle? D'eau. Ces particules microscopiques colorent la neige. C'est le sang des glaciers. Plus au sud des Alpes, le massif du Mercantour. Ces jours-ci, un événement d'importance s'est produit dans les entrailles de la Terre. Au premier jour d'avril, une naissance a été annoncée. 2 frères sont nés dans une tanière profonde et obscure. Ce louveteau a 3 semaines, et c'est la première fois qu'il voit la lumière. Poussés par la curiosité, par les odeurs et les sons qui parviennent jusqu'à eux, les 2 frères ont soif d'aventure. Sortir et découvrir le monde d'en haut. Leur mère n'est pas là. La voilà. Il n'aurait peut-être pas dû sortir. Ils ne savent pas encore qu'ils sont des prédateurs redoutables. Comme leur mère, ils ne comprendront jamais que les troupeaux de moutons leur sont interdits, qu'ils font peur aux enfants sans raison, et que certains aimeraient qu'ils ne rôdent plus sur les terres de notre beau pays. Mais malgré la crainte qu'ils inspirent, la loi les protège. Des plus hauts pics jusqu'aux falaises inaccessibles, la vie invente partout des stratagèmes. C'est le cas dans les apics des gorges du Verdon. Qui pourrait survivre sur ces parois verticales? Ici, il faut défier les lois de la gravité pour se déplacer. Il existe pourtant un animal étonnant, rare et très peu connu, un funambule qui a su trouver l'équilibre parfait. L'oiseau papillon. Cette vie verticale est la passion de Arnaud Petit et de Stéphanie Baudet. Ils sont champions d'Europe d'escalade en difficulté. Au cours de leur ascension, ils croisent de nombreuses vies. Des petites fleurs arrivées ici comme par magie, ou ce très vieux genévrier de Phénicie. Il a plus de 1000 ans et fait pousser ses racines très loin au fond de la pierre. Mais leur maître en la matière, celui qui les fascine le plus, c'est cet oiseau papillon qu'on appelle aussi le ticodrome. Il tient à la verticale grâce à la morphologie de ses pattes. Il a de grands pieds, avec des griffes solides et très recourbées, et des pouces orientés vers le bas.
On l'appelle l'oiseau papillon parce qu'il arpente les falaises en entr'ouvrant ses ailes par saccades. Ses grandes ailes larges lui permettent de tirer avantage des courants ascendants et d'atteindre les hauteurs avec un minimum d'effort. Égaler sa légèreté est pour eux un défi. Mais le défi a ses limites. Arnaud et Stéphanie aiment dormir au-dessus du vide. S'endormir sur les falaises, c'est suspendre un moment le passage du temps. Au nord-est de la France s'étend une région surprenante. Des plaines d'Alsace à la grande chaîne des Vosges, des trésors sont à portée de main. En automne, les oies arrivent du nord de l'Europe et traversent la France pour passer l'hiver dans les climats du sud. Depuis des millénaires, les parents guident leurs enfants de l'année sur les routes du ciel. Cette famille est composée d'un père, d'une mère et de leurs 6 enfants. Le père ou la mère vole en tête, et quand l'un d'eux fatigue, l'autre le relaie. Leurs 6 enfants les suivent car ils font le voyage pour la première fois. Ils se calent dans le sillage et obéissent au moindre mouvement de leurs aînés. Les jeunes profitent de l'aspiration comme des coureurs dans un peloton. Le couple de parents n'est pas issu de la même espèce. La mère est une oie des neiges alors que le père est une oie cendrée. Leurs enfants sont donc métissés. Certains ont le bec jaune de leur père, d'autres le bec rose de leur mère. Cette année, tout ne se passe pas comme prévu. Une jeune femelle donne du fil à retordre à ses parents. Elle passe son temps à faire des acrobaties inutiles, alors qu'elle devrait économiser son énergie. Cette jeune oie ne veut rien faire comme les autres. Toujours à la traîne, jamais dans le rang, son comportement sème la pagaille dans le groupe. Souvent, maman doit décrocher pour la ramener dans le droit chemin. Les parents voyagent grâce à des repères visuels, les fleuves, les montagnes et même parfois nos routes. Ce soir, ils ont décidé de faire escale au lac de Crute. Évidemment, la jeune rebelle en profite pour faire son original. La famille passera la nuit sur les berges du lac. Nos oies sont déjà réveillées depuis l'aube, mais il est encore trop tôt pour voler. Attendre que la brume se dissipe.
Fidèle à son habitude, la jeune insouciante est partie toute seule explorer les environs. Elle n'a pas conscience du danger. La famille est prête à partir. Le père est confiant et donne le signal du départ. Les rayons du soleil sont assez puissants pour créer des vents ascendants qui les porteront. Mais à l'autre bout du lac, Mademoiselle l'Original est en train de se rendre compte qu'elle n'entend plus les cris de sa famille. Ils sont partis en la laissant toute seule. Que faire ? Les jeunes oies n'ont pas l'instinct de la migration. Sans leurs parents pour les guider, elles ne savent pas où aller. Suivre l'eau, monter dans les cieux et espérer les voir. Appeler sa mère en espérant que ses cris lui parviennent. Cap sud-ouest. La famille est repartie pour une longue journée d'efforts. Traverser les plaines, puis franchir un massif montagneux. 300 km à parcourir dans la journée. Mais la mère vient de se rendre compte qu'elle a oublié sa fille. Il faut la retrouver immédiatement. Pendant qu'elle retourne vers le lac, le père continue la route avec ses enfants. Il va ralentir la marche. Il sait que sa compagne saura les rejoindre. La mère scrute chaque recoin du paysage. La voilà. D'un coup d'aile, la mère et la fille se retrouvent. La mère entraîne sa fille dans son sillage. Redoubler d'efforts pour essayer de les rejoindre avant la nuit. Ils sont là-bas. La jeune rebelle a-t-elle appris la leçon ? Chez les oies, les parents sont extraordinairement patients et confiants. Ils n'abandonnent jamais la partie avec leurs enfants. En Alsace, les plaines sont riches et fertiles. Les hommes se sont installés il y a bien longtemps sur les bords du Rhin et ils ont cultivé ces coteaux. Juste au-dessus de ces villages médiévaux se dresse un massif de moyenne montagne, les Vosges. Une flore somptueuse transforme ce relief en forêt magique. Ici, hêtres, chênes, épicéas et sapins poussent en abondance. Alors ils rivalisent entre eux par leur taille, et certains centenaires peuvent atteindre 50 mètres de haut. Un habitat riche et protecteur pour une faune nombreuse qui profite des largesses de cette forêt. Dans ces forêts vit un autre glouton. Plus discret que l'ours, mais tout aussi énergique, le blaireau est le plus casanier des mammifères. Ici vit Madame Blaireau. Sa vie est organisée à la minute près. Réveil à 7 heures. Petite commission derrière le gros arbre à 7h05. Petit déjeuner à 7h10. Toilette à 7h15. Et tour du propriétaire jusqu'à 8h.
Son emploi du temps ne souffre généralement aucun changement, mais aujourd'hui, un projet d'importance est venu perturber ses habitudes. Ce matin, elle éprouve le besoin pressant de fonder une famille. Trouver un monsieur blaireau est donc indispensable, et elle sait, car elle a déjà senti des odeurs qui ne trompent pas, où trouver un beau mâle reproducteur. Mais avant d'aller choisir l'heureux élu, Madame Blaireau doit chercher un domicile pour sa future famille. Comme tout blaireau qui se respecte, elle doit se doter d'un logement comportant une entrée principale et plusieurs sorties secondaires. Le plus important est d'abord de trouver le terrain qui convient. Alors on creuse. Le terrain est trop meuble. Allons voir ailleurs. Pardon, madame. Ici, c'est bien. Non, finalement, c'est pas bien. Et là? Bof, pas terrible. Ah, voilà le bon endroit. Belle hauteur sous plafond, poutre apparente. L'avantage, c'est qu'un renard a déjà fait une bonne partie du travail. Ici, on sera bien. Et Monsieur Blaireau m'aidera pour les finitions. Madame Blaireau sait que de l'autre côté du lac résident quelques mâles de bonne famille. Le tout est de ne pas se laisser abuser par un blaireau volage. Il arrive en effet que certains mâles acceptent l'invitation et partent au moment des naissances des blairotins. Madame Blaireau dispose d'un nez qui ne trompe pas. Un mâle a laissé ici l'odeur de son passage. Où se cache-t-il? Dans un monde fait de galeries et de labyrinthes, on peut se chercher des semaines sans se trouver. Le voilà. En plus, il a l'air travailleur. C'est bon signe. Il est d'accord. Madame Blaireau est contente. Non, la maison, c'est de l'autre côté du lac, par ici, Monsieur Blaireau. Monsieur et Madame Blaireau vont pouvoir maintenant aménager leur domicile conjugal. Pour cela, ils devront charrier 40 tonnes de terre afin d'aménager des galeries sur plusieurs étages. Ils auront bientôt 5 blairotins qui devront se lever à 7 h, faire leur commission à 7h05, prendre leur petit déjeuner à 7h10, faire leur toilette à 7h15, faire le tour. En descendant vers les plaines du centre de la France, des milliers d'hectares de nature enveloppent les espaces où vivent les hommes. Aux portes de Paris, il est une forêt dont la beauté et la singularité ont attiré depuis des siècles les souverains de France. Fontainebleau, forêt royale. Depuis 1500 ans, les rois de France l'ont protégée. Dans ces futaies de chênes, ces landes et ces déserts de sable, dans ces massifs rocheux aux formes insaisissables, les souverains du monde se sont retrouvés pour de grandes chevauchées. Les chiens ont parcouru 1000 fois les sous-bois de cette forêt féerique. Dans cette forêt, une incroyable histoire se perpétue depuis la nuit des temps. Une histoire de complicité et de rivalité entre deux rois. Il est fréquent d'entendre parler de serfs inséparables. Par affinité, deux serfs peuvent passer toute leur vie ensemble. C'est le cas de ces 10 corps royaux. Les deux amis ont 7 ans et se côtoient depuis leur naissance. Leur vie est faite d'une entraide singulière. Le premier est craintif, un cerf profondément inquiet qui passe son temps à l'affût des dangers.
alors que le second est insouciant et parfois imprudent. Il faut dire que les oreilles du craintif entendent le moindre craquement à 300 mètres à la ronde. En revanche, l'insouciant a une qualité qu'il cultive à la perfection, son nez. Il sait en toute saison trouver les meilleurs aliments, la feuille du saule et le lierre tendre. On comprend pourquoi ces deux-là font la paire. Ils se préviennent des dangers, mais aussi des gourmandises qu'ils trouvent. Ils sont associés en tout et ne se quittent jamais du regard. Les cerfs ont un territoire qu'ils connaissent par cœur et des réseaux de sentiers qu'ils empruntent toute leur vie et qui croisent nos chemins. Des voix qui se transmettent de biche en cerf de génération en génération. Depuis des millénaires, le cerf a été chassé par le loup. Pour échapper aux meutes redoutablement organisées, il a développé de nombreuses ruses. Aujourd'hui, même si les loups repeuplent la France, le danger vient plus souvent de leurs descendants, les chiens. Mais les ruses pour leur échapper sont les mêmes. Distancer la meute le plus vite possible, mais surtout faire disparaître son odeur que les chiens peuvent suivre pendant des heures. Passer dans des terrains secs qui retiennent moins l'odeur. Entrer dans l'eau et s'y cacher, s'y camoufler. L'odeur s'étale sur l'eau et devient imprécise. Les museaux affûtés des chiens perdent le chemin de leur proie. Les cerfs ont échappé à la meute. L'insouciant est calme, mais le stress du craintif persiste. Et là encore, les deux animaux s'entraident. Quand le moment de se reposer arrive, trouvez une cache bien protégée à l'abri des regards indiscrets. Ils passent tout l'hiver, le printemps et l'été ensemble. Mais à la fin de la belle saison, arrive le moment fatidique où leur histoire bascule soudainement. Nous sommes en automne. Leurs bois ont perdu leur velours, leur poil a poussé et s'est noirci. Une hormone s'est multipliée par 1000 à l'intérieur de leur corps, la testostérone. Du coup, ils ne pensent qu'à une seule chose, les biches. Ils approchent la harde chacun de leur côté. L'un par la plaine, l'autre par l'eau.
tester son pouvoir de séduction. Se mêler aux biches pour sentir leurs effluves. Le brame stimule l'ovulation qui va déclencher leur chaleur. Désormais, le partage est impossible. Le craintif n'a plus peur de rien. La complicité est oubliée. Forcer l'autre à abandonner la lutte devant les biches. Elles attendent le verdict. Le craintif est le plus fort. Son dernier brame sonne comme un cri de victoire. L'insouciant doit s'incliner. Les biches resteront autour de leur vainqueur. Il les couvrira pendant 1 mois et empêchera tout nouveau prétendant de venir les séduire. L'insouciant restera seul. Mais quand arriveront les premiers froids de l'hiver, comme si de rien n'était, les 2 compères se retrouveront pour partager une nouvelle saison à 2. Les animaux sauvages vivent à nos côtés depuis des millénaires. Ils ont dû s'adapter à notre présence et à nos activités. Il en est des dangereuses, mais aussi des bienfaitrices. Nombreux sont ceux qui passent entre les mains de Marie Barbancé. Depuis sa tendre enfance où elle a découvert son don, Marie vient en aide aux animaux. Sa réputation a franchi les limites de son canton et dès qu'on repère une bête en difficulté, c'est elle qu'on appelle. Les blessures les plus fréquentes proviennent des accidents avec les voitures. Il y a les petits tombés des nids pour des raisons diverses et aussi parfois la chasse. Au printemps, c'est plus de 120 espèces qu'elle accueille dans sa maison, allant même jusqu'à donner plus de 70 biberons par jour. Le dilemme de Marie, c'est qu'elle doit donner de l'affection à ses animaux convalescents. Mais donner de l'affection, c'est aussi les habituer à la présence de l'homme. Il ne faut pas trop en faire, d'autant qu'on s'attache à eux. Elle est comme une mère de substitution. Et avec chaque animal, une relation maternelle se crée. Les soins qu'elle donne aux moineaux sont les mêmes pour tous les petits. De la chaleur, de la constance et une attention permanente. Les chouettes chevêches sont ces petites coquines. Avec leurs yeux d'or et leurs regards grognons, elles aiment jouer à cache-cache avec Marie. Des jeux qui créent une connivence. La plupart de ces animaux savent l'appeler quand ils ont besoin d'elle. En sa présence, leur crainte innée s'évanouit et curieusement, proie et prédateurs font la paix.
Selon elle, ils sont sensibles à ces encouragements. Le simple fait de leur dire « Allez, accroche-toi, vas-y, fais-moi plaisir » donne des forces aux malades. Les bêtes sont comme nous, dit-elle. Si on les encourage, si on les aime, si on les motive, ils vont faire l'effort. Elle pense même que beaucoup guérissent juste pour lui faire plaisir. Mais elle ne veut pas qu'ils s'attachent trop à elle et oublient leurs réflexes sauvages. Quand un animal a recouvré la santé, Marie prend son courage à deux mains. Rendre la liberté n'est jamais facile. Marie part un peu avec lui. Leur donner la liberté, c'est son trésor à elle. Sur la façade atlantique, au cœur de la région Poitou-Charentes, existe un territoire unique en son genre, le Marais Poitevin. Un espace naturel façonné par l'homme. 100 000 hectares de terres inondées que des générations ont modelées, sculptées. Aujourd'hui, ces espaces où se marient l'eau de mer et l'eau douce sont devenus un fabuleux écosystème où s'épanouit la vie sauvage. Julien Leguet parcourt le Marais depuis sa petite enfance et il en connaît tous les secrets. Oyez, citoyens du monde! Julien est la mémoire de ce territoire. Sa passion, c'est de le raconter comme les crieurs d'autrefois. Ce conteur porte la parole du Marais à tous ceux qui veulent se laisser charmer par les histoires envoûtantes de ces lieux. Il nous guide dans ses méandres, à la découverte des incroyables histoires sauvages qui le peuplent. Une partie du Marais reste en eau toute l'année, la roselière. En mai, toutes les créatures mettent au monde une génération foisonnante. Mais il en existe une qui, pour venir au monde, opère une transformation digne des plus grandes histoires de science-fiction. La libellule se métamorphose. La petite larve a passé plus d'1 an sous l'eau. Sa périlleuse transformation est pour cette nuit. Trouver un point en hauteur. Ce soir, elle change de vie. La vilaine larve aquatique va devenir la somptueuse Anax imperator. La libération peut commencer. Aspirer l'air et gonfler son nouveau corps. Son thorax brise l'enveloppe. S'extraire de cette prison. Les nouvelles pattes sortent facilement, mais elle ne peut pas encore les utiliser, elles sont trop molles. Ne pas tomber maintenant. Attendre que les pattes durcissent. La mutante est maintenant dans un état de vulnérabilité totale. Ça y est, ses pattes sont prêtes. Elles vont pouvoir s'agripper à son ancienne tête. Extraire son abdomen, sortir définitivement de cette peau. La jeune libellule déploie son nouveau corps. Les ailes se déroulent, humides et molles.
Surtout ne pas faire de mouvement qui pourrait attirer la curiosité d'un prédateur. Le moment est critique. Et soudain, le miracle. La voilure se déploie et ne se refermera jamais. Au petit matin, elle est fin prête. La belle anax muscle ses ailes et prend sa belle parure. 4 ailes indépendantes sur un corps parfaitement aérodynamique. La petite larve aquatique qui est sortie de l'eau hier soir est devenue une des créatures volantes les plus sophistiquées de la création. Aucune machine n'approche la perfection et la dextérité de la libellule en vol. Bientôt, elle trouvera un partenaire. Le grand cycle pourra alors recommencer. Quand les hommes sont arrivés ici à la préhistoire, l'endroit était un immense marécage envahi d'insectes. Au XIIe siècle, des communautés de moines bénédictins s'y installent et entreprennent des travaux gigantesques pour assécher le marais. Ils construisent des digues pour empêcher l'eau de mer de remonter. Ils creusent des canaux pour évacuer l'eau de pluie et libèrent ainsi des terres d'une fertilité inouïe. L'agriculture et l'élevage prospèrent et donnent à ces terres hostiles une richesse inimaginable. Dans une partie du marais, Julien connaît un endroit laissé en friche par les hommes et dont les animaux se sont emparés. Les frênes têtards, ces arbres qui servaient au bois de chauffage, ont été abandonnés. Ils se sont déployés et ont donné lieu à un espace merveilleux. C'est un lieu secret. On ne peut le voir que du ciel. Une forêt qui au printemps bruisse de 1000 cris d'enfants. Une pouponnière pour le peuple des hérons, la héronnière. Mais si c'est un paradis pour certains, il est aussi le lieu d'une tragédie pour d'autres. Ces oisillons ont 3 semaines et leur appétit n'a pas de limite. Leurs parents passent leur journée à aller leur chercher à manger. Mais déjà quelque chose ne va pas. Un des 3 petits reste en retrait pendant que les 2 autres dévorent tout ce que leur mère régurgite. Il a pourtant faim, lui aussi. D'habitude, les adultes se relaient toutes les 3 ou 4 heures. Mais le mâle de cette famille a disparu. Et la mère est contrainte à effectuer un balai incessant pour les nourrir. Elle doit voler jusqu'à 30 km pour trouver des lieux poissonneux. Dans le marais, la concurrence est rude. Elle n'est pas la seule à pêcher pour 4. La mère redouble d'efforts pour ses 3 petits. Mais une lutte entre frères a déjà commencé. Les 2 plus forts se sont ligués contre le plus faible. Plus frêle et moins vif, il est toujours celui qui mange les restes. Mais il n'y a plus de restes. Un seul parent ne peut pas les nourrir tous les 3. Par instinct, ils attaquent maintenant leur petit frère. Il ne s'agit pas là d'une simple rivalité, mais d'une lutte fratricide. Le plus faible des 3 va mourir, pour que les 2 autres vivent. La mère n'y pourra rien. C'est la loi. Impitoyable. C'est du ciel que l'on peut le mieux appréhender la complexité de cette région.
le marais Poitevin est un véritable labyrinthe de canaux se multipliant à l'infini. Il draine l'eau vers la mer. Ce réseau de terre vascularisée agit comme un filtre sur l'eau qui descend du centre du pays. Le marais capte ces alluvions, la traite et libère dans la mer une eau propre et saine. Ces eaux de qualité sont une aubaine pour la reproduction des espèces. Nombreux sont les oiseaux qui viennent nicher ici pour pondre leurs œufs. Mais nos campagnes pullulent de prédateurs de toutes sortes. Franck Ibanez est un de ceux-là. Sa passion consiste à trouver en quelques jours le plus grand nombre d'oisillons. Mais un prédateur bienveillant pour ses proies. Il faut bien grandir. Bon voyage ensuite. En mission pour le Muséum d'histoire naturelle, Franck donne une carte d'identité à tous les jeunes oiseaux qu'il parvient à trouver. Il parcourt le marais du matin au soir, cherchant dans ces paysages les endroits les mieux dissimulés. Il cherche aussi à protéger ceux qui se mettent en danger sans le savoir. Le hibou des marais niche au sol et cette habitude lui est souvent fatale, car il ne sait distinguer les hautes herbes d'un champ cultivé. Ce hibou est menacé d'extinction et la démarche de Franck consiste à alerter les agriculteurs. Sous leurs pieds gît un trésor qui est à eux. Il leur demande de prendre ce trésor sous leurs ailes, pour qu'ils fassent attention au moment de la fauche de ne pas couper les oiseaux en rondelles. Cette connaissance et cet amour du vivant permet à chacun d'entre nous d'être capable de préserver ce qui est à ses côtés. De plus en plus d'espèces d'oiseaux vivent de nos jours proches de l'homme, parce que dans notre environnement, il y a moins de prédateurs naturels. Sans le savoir, nous leur offrons une protection. Le chouka est un petit oiseau malicieux dont Franck adore l'odeur délicate. Pour lui, sentir le parfum d'un oiseau, c'est une façon de le capturer tout en lui laissant sa liberté. Grâce à des hommes comme Franck, des millions d'oiseaux sont identifiés chaque année. Ces travaux permettent de suivre leur évolution, leur parcours migratoire et surtout d'intervenir quand une épidémie s'installe. Julien, lui, n'a pas fini de nous surprendre. Quand la nuit tombe sur le marais, d'autres créatures s'éveillent et partent en chasse. Les grands rhinolophes sont une des nombreuses espèces de chauves-souris qui peuplent nos contrées. Mais pour l'une d'entre elles, la chasse ne va pas durer. Elle doit vite rentrer là où niche la colonie, car le moment est venu. Ce soir, elle va donner naissance à son premier enfant. Comme les hirondelles, les chauves-souris vivent sous les toits construits par les hommes. Les rhinolophes préfèrent vivre en essaim, mais notre maman trouve un endroit à l'écart. C'est dans la discrétion qu'elle va donner la vie. Les contractions commencent. Sortir la tête d'abord. En le léchant, elle lui libère les oreilles qui étaient collées sur la tête. Il est libre.
Il descend naturellement sur le ventre de sa mère et cherche ses tétines. Avec ses ailes, elle l'enveloppe et le protège d'une éventuelle chute. Elle l'allaitera pendant 1 mois. Il pourra ensuite voler et se nourrir tout seul. Au milieu de la France, le Massif central, ces anciens volcans érodés par le temps. Plus au sud, les Cévennes et son incroyable diversité nous tendent les bras. En descendant des montagnes granitiques, les rivières ont raviné cette région calcaire. Au fil du temps, l'eau a creusé des gorges profondes de centaines de mètres. Sur les falaises revit depuis quelques années un animal extraordinaire par le rôle qu'il joue dans nos écosystèmes, le vautour fauve. Il vit en colonie et dépend des performances du groupe. Le vautour a mis en place une stratégie collective pour trouver ses proies. Un procédé sophistiqué qui se répète chaque jour. Il est 6 heures. Le soleil ne pénètre pas encore dans les profondeurs des gorges. Tant que le soleil ne chauffe pas, le vautour ne peut voler. Malgré la faim, pas question de bouger. Ça y est, l'air va pouvoir les porter. C'est bon, ça vole. Telle une escadrille, des dizaines de vautours s'élancent. Ils prennent de l'altitude en s'appuyant sur les courants chauds. Ils vont maintenant faire preuve d'un comportement incroyable. Se répartir le territoire. Les grands oiseaux prennent leur position sur des kilomètres. Ils observent le sol mais ne quittent jamais des yeux leurs congénères et il y a une raison à cela. Si l'un d'entre eux aperçoit une proie, il plonge aussitôt. Les autres n'ont pas vu la proie, mais ils ont remarqué son absence. Et si un seul d'entre eux manque dans le ciel, c'est qu'il y a quelque chose à manger en bas. En quelques secondes, toute la colonie se retrouve autour du festin. Le travail d'un seul bénéficie à tout le monde. Le partage est nécessaire. C'est le prix à payer pour la survie de la colonie. Chacun va maintenant rejoindre son nid et apporter à ses petits sa part du butin. Le formidable travail des vautours débarrasse la nature des cadavres, de leur pollution bactériologique et empêche ainsi la contamination des nappes phréatiques. Grâce à eux, ces terres sont aujourd'hui saines et propres et tous leurs habitants en tirent un grand bien-être. Au nord des Cévennes, la Lozère et ses hauts plateaux battus par les vents. Dans cette région, les protestants se sont réfugiés pour échapper au massacre des grandes guerres de religion. Ici, on s'est battu pour la foi. Des forts de granit, comme celui de Malzieu, ont été plusieurs fois détruits et maintes fois reconstruits. Cette nature austère est pourtant celle où naissent le plus grand nombre de rivières. Une des plus célèbres rivières des Cévennes prend sa source sur le mont Lozère, le Tarn. C'est aux premières chaleurs du printemps qu'elle est au summum de sa puissance.
Éric de Guill est champion du monde de kayak extrême et il veut la défier quand elle est à l'apogée de sa dangerosité. Mais avant de se mesurer à ses forces, Éric essaye de prendre son pouls, de sentir ses courants. Il veut s'y fondre, aller au bout des limites qu'elle lui laissera franchir. L'homme sait qu'il ne peut pas se battre contre sa puissance. L'erreur est interdite. La force des flots pourrait le broyer, le fracasser et le noyer. Éric subit des pressions extrêmes et c'est souvent dans ces moments qu'une grande plénitude l'envahit. Sur cette rivière, sa passion est née. Et depuis, à chaque printemps, il lui rend hommage. Les rivières traversent et nourrissent nos paysages comme le sang de nos veines nourrit notre corps. Elles sont nos trésors. Les rivières de France attirent à nouveau une sirène un temps disparue, la loutre. Des narines capables de s'obturer sous l'eau, des yeux qui changent de forme pour s'adapter aux différences de diffraction, un corps fuselé, de puissantes pattes palmées et des vibrisses qui lui permettent de détecter le moindre mouvement d'une proie sous l'eau. La loutre est un être doué de 1000 pouvoirs. Mais la beauté attire aussi les convoitises. Sa fourrure si dense, si douce et si chaude lui a valu un temps d'être chassée pour vêtir les rois et les reines. La loutre règne sur 40 km de rivière. Quand elle part en chasse, cette déesse aquatique sème la terreur. Tout le monde se cache. Quand on est poisson et qu'on aperçoit la loutre, c'est qu'il est déjà trop tard. Si vous en voyez une, n'essayez pas de la défier. En apnée, elle peut rester 8 minutes sous l'eau. Sur les monts de Lozère vit un insecte endémique aux Cévennes, l'abeille noire. Elle est sur notre planète depuis la préhistoire. Elle aurait pu disparaître, mais des hommes veillent sur elle et la protègent. Cette amoureuse des fleurs travaille de manière folle. Elle travaille même plus que nécessaire. C'est ce qui permet à l'homme de prendre un peu de ce miel que l'abeille fait avant tout pour elle-même. Yves est un apiculteur d'un genre très particulier et son miel est réputé pour son parfum et son goût unique. Mais si cet homme sait tirer le meilleur de ses abeilles, c'est qu'il en connaît intimement la société et ses règles. Son savoir-faire est une véritable alchimie.
Pour loger ces abeilles, Yves leur confectionne des ruches-troncs, et ces ruches-là imitent leur habitat originel. Dans ces troncs de châtaigniers vivent des milliers d'ouvrières autour de leur reine. L'abeille noire a un mode de vision très sophistiqué qui rappelle la haute technologie. Attirée par les couleurs vives, elle cherche le nectar des meilleures fleurs. Mais lors du vol retour à la ruche, pour économiser son énergie, elle passe d'une perception en couleur au noir et blanc. Subtile modération de l'abeille. Quand l'éclaireuse a détecté une vaste source de nourriture, elle transmet les informations à la ruche. Par un ensemble de danses et de frétillements, elle indique l'orientation, la distance et même la quantité de pollen à récolter. C'est ainsi qu'elle recrute des butineuses. Pour préserver la santé de ses abeilles, Yves pratique chaque année une opération délicate. Il fabrique un nouvel essaim. Il provoque la vieille reine pour qu'elle monte dans le piège qui se trouve au-dessus. Dès qu'elle est montée, c'est gagné. Le départ de la vieille reine provoque rapidement l'apparition spontanée d'une nouvelle reine, très dynamique, très prolifique. Mais il veut aussi conserver et protéger l'espèce, éviter que l'abeille noire disparaisse en se mélangeant avec d'autres abeilles. Alors il transporte la vieille reine dans un endroit tenu secret, où ne vit aucune autre variété d'abeilles. Il ne prélèvera aucun miel et laissera ses essaims se reconstituer. Ainsi, l'abeille noire pourra se perpétuer. Une abeille vit à peine 30 jours. Tour à tour nettoyeuse, nourrice, bâtisseuse, domestique, gardienne. Ce n'est qu'au terme de toute cette série initiatique de travaux qu'elle sort et devient une cueilleuse de nectar. Un jour, elle tombe au sol, foudroyée de fatigue. Toute sa vie durant, elle a collecté de quoi faire environ 7 grammes de miel. Au sud des rivages de France, un morceau de notre pays s'est détaché de la côte il y a bien longtemps. Il est devenu une île aux 1000 beautés. De sa grande barrière montagneuse dégringolent d'extraordinaires vallées, ravins et canyons. On dit ici que le soleil a tellement fait l'amour avec la mer qu'ils ont enfanté la Corse. Nous sommes dans la réserve de Scandola. Dominées par les tours génoises de Galeria, les falaises plongent dans une Méditerranée douée d'une grâce originelle. Ce site est dédié à la préservation des richesses naturelles, terrestres et marines. Unique en son genre, Scandola est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Emblème de cette réserve, le balbuzard qui a failli disparaître la repeuple. Scandola terrestre est une merveille, mais c'est sous la mer que cette réserve cache ses plus beaux trésors. Pour protéger ce patrimoine exceptionnel, un homme y consacre sa vie depuis plus de 30 ans.
Il s'appelle Jean-Marie Dominici et il est le conservateur du site. Jean-Marie a rendez-vous avec une créature des profondeurs. À chaque fois qu'il plonge, comme s'il le savait, le carnassier remonte des abysses, mais il ne prévient pas, il choisit son heure. Ici, les poissons ne craignent pas l'homme. Ils ne sont pas chassés et ne nous voient pas comme un danger. Cet herbier de Posidonie est un écosystème majeur de la Méditerranée. Une prairie sous-marine qui rend à la nature 20 litres d'oxygène par jour et par mètre carré. Scandola est un lieu de prédilection pour la ponte des poissons. Les œufs qui sont pondus ici se répandent avec les courants en dehors des limites de la réserve pour aller ensemencer tous les fonds marins environnants. Toutes ces espèces de poissons vont rayonner et assurer le peuplement de nos côtes. Il est là. Il l'attend. Le mérou est habitué à vivre en sécurité à 100 mètres de profondeur. Mais dans ces eaux protégées, il remonte en toute quiétude. Pourquoi vient-il systématiquement à sa rencontre? S'est-il habitué à cet homme à bulles? Qui es-tu? Que fais-tu? La vie amoureuse des mérous est l'une des plus surprenantes de la création. Le mérou est hermaphrodite. Tous les jeunes mérous naissent femelles, puis, à l'âge de 10 ans, changent de sexe pour devenir mâles. Mâles et femelles se rejoignent au début de l'été pour se reproduire. Ils se séduisent en dansant et en changeant leur couleur. On assiste alors à l'étonnante parade nuptiale des mérous. Le mérou a failli disparaître des côtes méditerranéennes, mais il règne à nouveau grâce à des réserves comme Scandola. Le delta du Fango, une plage où l'eau douce vient se marier avec la mer. Dans cette biosphère s'épanouit une espèce présente sur la planète depuis la nuit des temps, la tortue cistude. C'est la saison des amours, et en matière de séduction, cette tortue a de drôles de manières. Avant de copuler, cet animal à sang-froid doit se recharger avec les rayons du soleil. Vite au solarium. Pas de temps à perdre avant que la foule ne prenne les meilleures places. Trop tard. Ce radeau de fortune fera bien office de transat. Non, décidément, c'est pas le bon jour. Difficile de trouver une place au soleil. Tiens, là-bas, une femelle isolée. La technique est simple, ne pas se faire voir pour prendre son amoureuse par surprise et bien maintenir sa tête sous l'eau pour l'empêcher de bouger et de respirer. Dans la colonie, personne ne semble s'en offusquer. La tortue cistude est bien cavalière, mais c'est ainsi qu'elle se reproduit. Dès que l'on s'éloigne des côtes, cette île montagneuse devient piquante et hostile. Un maquis de roncières denses et d'épineux aux pointes tranchantes. Pour survivre entre ces barbelés végétaux, il faut être forgé dans le bronze, avoir une peau incroyablement épaisse et être court sur pattes.
Le roi de ce domaine, c'est le sanglier. La plupart des sangliers vivent en groupe et ne se séparent jamais. Mais parmi eux, certains individus font preuve d'un comportement surprenant. C'est le cas de ce grand mâle. Il a couvert toutes les femelles et elles ont donné naissance à de nombreux marcassins. S'ennuie-t-il au milieu de sa harde? Est-il frustré par l'attitude des laits qui ne lui accorde maintenant plus aucune faveur? À moins qu'il ne soit animé d'un esprit de conquête irrépressible. Le mâle abandonne sa harde pour chercher l'aventure dans d'autres vallées. Doté du groin le plus prodigieux de la création, le sanglier peut lire sur le sol les odeurs laissées par d'autres animaux passés depuis plusieurs jours. Une herde de sangliers est venue ici il y a 3 jours. Une quinzaine d'individus, beaucoup de petits, des mamans. Mais là, il y a mieux. Une jeune laie non couverte. C'est exactement ce qu'il lui faut. Il a 3 jours de retard et en 3 jours, le groupe a pu parcourir de grandes distances. Mais son flair peut le guider sur des dizaines de kilomètres sans le tromper. La seule chose qui puisse lui faire perdre sa trace, c'est l'eau. La femelle a-t-elle franchi cette rivière? C'est là-bas. Il faut traverser. Malgré la faim qui le tenaille, le cuirassé poursuit sa course. Jour et nuit, il suit cette piste invisible et tenace qui le rapproche chaque heure un peu plus de sa promise. Voilà 2 jours qu'il chemine sans s'arrêter et il sent que la récompense est proche. Les voilà, la harde et la jeune femelle. C'est bien elle. Comme s'ils s'étaient compris avec une pudeur propre à leur espèce, les 2 animaux se concertent pour trouver un endroit à l'abri des regards. Et maintenant, un bon bain. S'enduire le corps d'une couche épaisse de boue afin d'éliminer ces tiques qui vous piquent et vous démangent. Mais l'aventure qu'il vient de vivre lui a ouvert à nouveau l'appétit. Le grand mâle est déjà prêt à repartir pour de nouvelles conquêtes. Les pulsions sexuelles de ces grands mâles solitaires ont une utilité génétique majeure pour les différentes populations de sangliers. Grâce à ces individus aventureux, les hardes de sangliers ne sont pas dégénérées par la consanguinité. Les douceurs de l'azur et la fantastique position méditerranéenne de la Corse ont attiré de nombreuses populations à travers les âges. Certains ont établi leur domaine dans les montagnes. Dans le canton de Venaco, à quelques kilomètres de Vivario, il est des hommes qui perpétuent encore les traditions et les gestes de leurs ancêtres. Et d'autres animaux que les sangliers traversent de grandes distances dans les montagnes corses. À la fin du printemps, quand la chaleur revient, les chèvres et les brebis se dirigent naturellement vers les sommets. Le troupeau n'a besoin de personne, ni même des chiens, qui ne font que l'accompagner pour aller vers la fraîcheur des montagnes. Paul Luciani est leur berger. Depuis 30 ans, il les suit. Et quand elles ont décidé de partir,
il doit se mettre en route. Il quitte le village pour aller passer 5 mois à plus de 1800 mètres d'altitude. Être berger, c'est n'avoir qu'une vie, son troupeau. En une journée d'ascension, les bêtes trouvent par elles-mêmes les pâtures où elles vont passer la saison chaude. L'été peut venir maintenant. Ils ne bougeront plus d'ici. Un instinct indompté coule dans les veines de ces animaux. Des brebis sont autrefois parties dans les montagnes et sont redevenues ce qu'elles étaient avant d'être domestiquées par l'homme, des mouflons. Dans la vallée voisine, le sanglier a finalement trouvé une harde avec laquelle il pourra passer du bon temps sans avoir à courir les montagnes. À quelques centaines de kilomètres de là, notre ours cherche une tanière pour l'hiver. Il rassemble quelques branches et se fabrique un nid douillet à l'abri des épicéas. Les cerfs se sont retrouvés. Nos deux rivaux ont oublié leur querelle. Une nouvelle année d'amitié peut commencer. Les vautours cherchent toujours un butin dont ils pourraient se délecter sans partage. La chauve-souris apprend maintenant la chasse à son petit. Nos deux louveteaux sont devenus adolescents et ils suivent leur meute sans avoir peur des éclairs. La libellule a trouvé un partenaire. Elle pourra donner naissance à une nouvelle génération de libellules. Les marmottes profitent des derniers jours de soleil avant leur grande hibernation. Monsieur et Madame Blaireau ne se sont pas bien entendus et ils se sont séparés d'un commun accord. Notre famille au grand complet a réussi à traverser la France du nord au sud. Il lui reste à franchir les hautes montagnes, à se hisser à 5000 mètres pour passer les glaciers, une dernière épreuve qui demande toute leur force. Les difficultés du voyage ont changé l'attitude de la jeune rebelle, et ses parents lui laissent parfois prendre la tête de l'escadrille. Avec un courage inouï, ces oiseaux affrontent les éléments depuis des millénaires afin de survivre et de nourrir notre imaginaire. Nos oies passeront l'hiver dans les terres du Sud et elles reviendront au printemps, dans le plus beau pays du monde. Je pense que pour comprendre la nature, il faut avoir de l'empathie, c'est-à-dire respecter ce qui est autour de soi et puis être humble. Je pense que la rivière, elle n'a pas forcément un cœur qui bat dans le sens où on l'entend en tant qu'humain. Mais je pense qu'elle a des forces qu'il faut qu'on respecte. Mais je pense que les brebis et les chèvres, elles apprennent beaucoup à l'humain si tu les regardes bien, comment elles vivent. Je crois que c'est la magie de cet univers qui crée un enchantement et pour moi qui donne du sens à la vie profondément. Et puis l'homme, s'il réfléchissait un petit peu, lui c'est pareil, il devrait se contenter d'être. C'est des moments magiques. Donc il y a beaucoup de contraintes, mais il y a des moments magiques. Magiques, et j'ai tout dans ma tête et c'est les plus beaux films que je puisse avoir. On communique spirituellement par la pensée et en silence. C'est ça le monde du silence. Et le silence est plus fort que la parole et que le bruit. C'est cette communication par le silence qui est très forte et plus forte que tous les bruits, toutes les paroles. Peut-être que la marche à suivre avec les abeilles, c'est d'arrêter de penser et tout simplement de les sentir. De voir quelles sont les passerelles de collaboration qu'on peut trouver entre
la société des abeilles et notre société humaine. Mon rêve de marais, c'est un rêve de partage des sols, un partage des terres, de partage du fruit, de ce que cette belle terre peut nous donner. Pour moi, le parfum des oiseaux, c'est quelque chose de très important. En fin de compte, c'est un petit peu comme si je faisais l'amour avec eux. J'ai besoin de les tenir, j'ai besoin de les toucher, j'ai besoin de les sentir, j'ai besoin de les voir, j'ai besoin de les entendre. J'ai besoin de faire l'amour avec la nature. Les vents de l'Atlantique soufflent sur un pays béni par la nature. Un pays où les terres riches et fertiles ont donné naissance à une vie sauvage exceptionnelle. Ce pays, c'est le vôtre. Et vous allez en découvrir de nouveaux secrets. Où vont ces grues cendrées de si bon matin? Elle traverse une contrée qui, par sa beauté, ensorcelle les hommes depuis l'aube des temps. La France. Ces animaux qui sont là, si proches de nous, vivent des aventures insoupçonnées. Ils se défient et combattent. Ils s'entraident et se lient d'amitié. Ils transmettent leur savoir à leurs petits. Ils sont capables de mensonges, de simulations et même d'escroqueries. Ils peuvent être impitoyables. Ils parcourent des distances immenses au-dessus de nos têtes. Ils se choisissent pour la vie ou juste pour une nuit. Des hommes veillent sur eux. Certains forment même des alliances avec eux. Des cimes des plus hautes montagnes jusqu'aux rives de nos océans. Voici les plus belles histoires de ce monde sauvage qui nous entoure. Un grand voyage dans ce pays indompté qui est le nôtre. Le plus beau pays du monde. Notre histoire commence dans une vallée du Jura. Tapis au fond des bois, un événement d'importance vient de se produire. Il vient tout juste de tomber du ventre de sa mère. Le premier mot que lui a soufflé la nature ne te fait pas remarquer. Ces premières heures sont cruciales. S'il est découvert par un prédateur, il en sera fini de lui. Peut-être est-ce la raison pour laquelle sa mère s'est éloignée. Dormir, attendre d'avoir la force. Et puis non. L'envie de vivre est plus forte.
chercher l'équilibre. Mais la nature est si bien faite qu'en quelques pas, le faon trouve la solution. La solution est sa maman. Mais elle ne peut rester près de lui trop longtemps. Ils sont trop visibles. Un signal suffit, et le voilà camouflé à nouveau. Attendre maintenant qu'elle revienne. Attendre de devenir grand. Un jour, le petit prince deviendra roi. Il n'est encore qu'un faon, mais il a la vie devant lui. À notre frontière avec la Suisse, un arc montagneux de 300 km. Le massif du Jura. S'il s'appelle ainsi, c'est qu'il s'est formé pendant la grande période du Jurassique, il y a 200 millions d'années, au temps où les dinosaures couraient la planète. Autrefois submergé par des mers tropicales, il est aujourd'hui recouvert d'une immense forêt sauvage. Les premiers hommes de passage chassaient ici le mammouth et le rhinocéros laineux. Puis les agriculteurs ont tenté l'aventure et sont restés. Ce territoire est le royaume du dernier grand félin d'Europe. Un animal mythique, le lynx. Mythique, mais fragile et encore en sursis. Le lynx avait disparu au XXe siècle. Il est maintenant de retour. Pour veiller sur lui, une poignée d'hommes. Stéphane Regazzoni fait partie de ceux-là. Depuis 20 ans, il arpente les montagnes et piste les grands félins. Savoir comment ils vivent et comment ils se portent. C'était au printemps dernier. Stéphane avait trouvé la tanière d'une mère lynx. Une chance qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Il y avait là 3 petits encore à moitié aveugles. Ont-ils survécu? Sa mission, c'est de les retrouver. Pas facile, car le lynx est le plus discret des animaux. Ce fauve crépusculaire s'arrange toujours pour laisser très peu de traces de son passage. Le lynx pratique souvent l'affût.
il se dissimule et attend ses proies exactement à l'endroit où il sait qu'elles passeront. Mais sa chasse favorite est l'approche. Il suit ses proies sans faire le moindre bruit et s'en empare avant qu'elles aient eu le temps de fuir. Il recouvre ses victimes, puis revient plusieurs jours de suite pour s'en nourrir. Stéphane vient d'entrer sur le territoire de la mer des Petits. Quand on cherche le lynx, c'est toujours lui qui vous voit en premier. Il sent maintenant qu'il est observé. Si elle l'observe, c'est qu'elle protège ses petits. Ils sont donc toujours en vie. C'est là qu'il se cache. Ils ne sont plus que deux. Le troisième a dû périr. C'est en jouant qu'ils apprennent à chasser. Leur mère veille sur eux. Elle sait qu'il est là. Ils ont tout ce qu'il faut ici pour vivre. Bientôt, elle les emmènera chasser. Quand ils seront autonomes, ils s'en iront chacun de leur côté pour conquérir leur propre territoire. Le lynx est revenu dans nos montagnes. Dans nos forêts vit un autre être de légende. C'est un géant qui regarde depuis longtemps les hommes passés. Le chêne. Et son aventure, vous n'allez pas la croire. Le chêne est arrivé d'Italie il y a 10 000 ans. Mais comment a-t-il voyagé jusqu'à nous? C'est un des plus beaux secrets de notre nature. Il vit des centaines d'années et rend service à une multitude d'êtres vivants. Il y a ceux qui l'ont choisi pour leur logement. Il y a ceux qui se nourrissent de son écorce. Il y a ceux qui mangent ses feuilles et ceux qui mangent ceux qui mangent ses feuilles. Il y a ceux qui se nourrissent de ses racines et ceux qui se nourrissent de ses fruits, les glands. Mais son principal problème, c'est que ces glands ne peuvent devenir des chênes sous son ombrage. À l'endroit où ils sont tombés, il n'y a pas assez de lumière. Parmi les êtres vivants qui l'habitent, un petit animal rend au chêne sans le savoir un immense service.
Chaque année à l'automne, l'écureuil fait ses provisions pour l'hiver. Dès que les glands sont mûrs, il se lance dans une activité frénétique. Le plus important, c'est de bien les dissimuler, pour que personne ne lui vole. Mais il y a des espions partout. Et voilà, un gland perdu. Tous ses voisins sont des voleurs. Ils n'ont de cesse de le suivre et de guetter ses va-et-vient dans le but de découvrir où il enfouit ses richesses. Pourquoi lui ? Le gros nez n'a rien vu. Il l'a vu, c'est sûr. Cette fois-ci, il n'aura pas son trésor. Mais il était là. Non, là. Ou peut-être ici. Ici, c'est bien. Non. Mieux vaut aller plus loin. À cette distance, il ne viendra plus. Les gros nez sont des paresseux. C'est ça, va-t'en. Ça y est, ce gland est en lieu sûr. Et un prodige de la nature vient de s'accomplir. Pendant des semaines, notre écureuil va enfouir des milliers de glands dans la forêt. Il va faire parfois des centaines de mètres pour trouver une cachette que les autres ne trouveront pas. La grande chance du chêne, c'est que l'écureuil a une mémoire défaillante. Quand l'hiver arrive, il va se servir dans ses nombreuses cachettes. Mais de la moitié d'entre elles, il ne se souvient même plus. De cette mémoire défaillante, le chêne va retirer un grand bénéfice. Car au printemps suivant, dans une clairière à quelque distance, germeront ces fruits oubliés par l'écureuil. Et ainsi, en pleine lumière, ils pourront à leur tour devenir des chênes. C'est ainsi qu'au cours des millénaires, ces géants immobiles ont conquis notre pays. Venus du sud de l'Italie, les chênes ont réussi à essaimer bien au-delà des frontières. À l'ouest de notre pays, un nez puissant se dresse face à l'Atlantique. Une péninsule de granit caressée par un océan d'une richesse inouïe. Des lignes d'horizon pour de nombreux voyageurs. Un paradis pour de nombreuses vies.
les hommes sont partis conquérir le monde. Ici, ils sont revenus et ont bâti les cités de leurs rêves. Nous sommes en Bretagne. Poussé par les vents et attiré par la lune, l'eau y côtoie la terre depuis toujours. Il y a très longtemps, la vie a quitté le fond de l'océan pour conquérir le littoral. Du fond des âges, les pierres s'en souviennent. Nous sommes au Cap Fréhel. Tous les ans se joue une fabuleuse histoire de vie et de mort. Nos falaises accueillent au printemps un animal venu des lointaines terres du Nord, d'Islande, du Groenland. C'est un pingouin volant capable de parcourir 6000 km par an, de plonger jusqu'à 180 mètres de profondeur, de dormir en pleine mer pendant des mois. Le guillemot de Troil est un phénomène en smoking. S'il vient nicher sur les murailles du Cap, c'est que ses parois les protègent des goélands. Afin d'éviter que ses œufs ne roulent et tombent des falaises, le guillemot les a conçus en forme de poire. S'ils roulent, ils reviennent. Malin. Pour l'un d'entre eux, aujourd'hui est le grand jour. Le jeune a 3 semaines. Ses parents l'ont couvé, nourri, protégé. Mais le moment est venu de quitter son nid et de rejoindre la mer. Ses parents savent qu'il faut maintenant le laisser seul. Seul. Face au vide. L'obliger à sauter. L'appeler jusqu'à ce qu'il se décide. Mais comment faire? Il ne sait pas voler. La seule option, c'est de se jeter dans le vide. Impossible. Il faut pourtant qu'il saute. L'appeler encore et encore. Un peu plus loin, un autre jeune se décide. Mais les grands becs sont à l'affût. Nombreux sont les jeunes qui n'arrivent pas jusqu'à la mer. Et maintenant, c'est son tour. Ils l'ont repéré. Ne pas écouter ses parents. Attendre la nuit. Sait-il que les goélands s'arrêtent de chasser au coucher du soleil? Ça y est, il peut sauter. Ses parents sont là. Maintenant, ils peuvent partir. Il reviendra au printemps prochain avec une compagne et un beau manteau noir et blanc.
L'appel de la mer ne séduit pas que les animaux. Des hommes et des femmes ressentent cette même attirance inexplicable pour le monde des profondeurs. Et c'est le cas de Frédéric Pichard. Depuis plus de 20 ans, elle a noué une relation d'amitié avec un dauphin ambassadeur. On appelle les ambassadeurs ces dauphins qui choisissent de quitter leur groupe et de se rapprocher du monde des hommes. Quelques individus vont ainsi de port en port. Ils semblent vouloir tisser des liens avec nous. Frédéric pense qu'ils sont des messagers. Chaque année, à la fin de l'été, elle donne rendez-vous à l'un d'entre eux, Donnie. Aujourd'hui, elle a décidé d'emmener sa fille avec elle. Adélie n'a pas plongé avec Donnie depuis l'âge de 12 ans. Le temps est venu pour elle de renouer le contact. Le lieu de rendez-vous avec Donnie varie d'une année sur l'autre. Elle sent maintenant que son ami est proche. Il est là. Le dauphin nous rappelle notre enfant intérieur, notre source de vie, la joie. Elle dit que l'on peut se fondre dans l'esprit du dauphin, mi-endormi, mi-éveillé. Donnie l'aide à se reconnecter avec elle-même. Et il décide quand il veut partir. Pour retrouver les siens. Les messagers de la mer ont-ils un savoir à nous transmettre ? Peut-être l'apprendrons-nous dans l'avenir, quand Donnie reviendra. Ce monde si paisible se prend parfois de fureur. Comment survivre dans cet enfer ? Sur les côtes bretonnes, un mammifère a décidé de vivre toute sa vie dans l'eau. C'est un animal aux stupéfiantes facultés. Le phoque gris est un prodige de l'évolution. Pour vivre dans ces conditions extrêmes, il a développé des techniques de haute précision. D'abord, prendre très peu d'air en plongeant, mais accumuler l'oxygène dans ses muscles.
Ensuite, faire baisser son rythme cardiaque à 5 pulsations par minute. Enfin, régler au plus bas la température de toutes ses extrémités pour concentrer la chaleur autour de son cœur. Car notre prodige a une seule obsession dans la vie, bien dormir. Ce qu'il déteste par-dessus tout, être dérangé pendant sa sieste. Les jeunes ne respectent rien. Ni la tranquillité, ni la fatigue des anciens. Mieux vaut trouver un autre endroit. Rien ne l'empêchera de ne rien faire. Finalement, la position du bouchon a d'autres avantages. On se laisse bercer, on ouvre les narines une fois tous les quarts d'heure. Ça suffit. Mais entre toutes, la meilleure des siestes, c'est au sec et au soleil. Dans sa colonie, les plus méritants passent les heures de travail sur un reposoir. Il y a là les femelles et un grand mâle qu'il vaut mieux ne pas déranger. Alors, on essaye ailleurs. L'avantage du rocher à fleur d'eau à marée basse, c'est qu'on n'a pas besoin de faire trop d'efforts pour y monter. Et là, le top du top, c'est la position de la banane. Surtout ne pas mouiller ses pattes. À travers elle, la chaleur du soleil irradie tout le corps. Un bonheur intégral. Et quand la marée remonte, se laisser porter. Et maintenant, pour changer, il est temps de trouver un endroit au calme. Les phoques passent 15 heures par jour à dormir. Le reste du temps, ils pensent au prochain repos. Un grand fleuve sauvage traverse la France en son centre, la Loire. Il a dessiné au fil du temps les courbes d'une majestueuse vallée. Ses longs tentacules guident les oiseaux migrateurs depuis des millénaires. Parmi eux, il en est un que l'on pense bien connaître. Mais sa vie intime est bien plus surprenante qu'on l'imagine. Ce couple de jeunes cygnes voyage depuis plusieurs jours. Ils cherchent un endroit tranquille pour passer leur lune de miel. Dans les bras du Cher, sous les arches du château de Chenonceau, ils vont enfin pouvoir convoler et fonder une famille. Mais chez les cygnes, on ne passe pas aux actes sans protocole. La demoiselle est chaste et n'accordera ses faveurs aux damoiseaux qu'après une cour assidue. Séduire de 1000 manières. Synchroniser ses gestes pour trouver l'accord parfait.
6 semaines d'attente et soudain, c'est la vie qui éclot. De leur union, 3 jeunes sont nés pour leur plus grande fierté. 2 blancs et 1 gris. Le gris est né quelques heures plus tard. Les cygnes savent tout de suite nager, mais voler, il va leur falloir apprendre. Aussitôt nés, les 3 petits vont à l'eau. 2 blancs et 1 gris. Est-ce à cause de sa couleur ou de son retard à la naissance? Voici le gris maintenant un peu à l'écart. Première leçon, savoir se nourrir. Pour apprendre, il suffit d'observer. Comment fait-elle? Pour atteindre leur mets favori, il faut un long coup. Et de cet attribut, les petits sont dépourvus. Ils ont beau vouloir, ces choses délicieuses sont interdites. Alors, de guerre lasse, ils se nourrissent des gourmandises cueillies par leurs aînés. Sous les ailes de leurs parents, les 2 blancs et le gris vont apprendre la vie. Leur duvet deviendra bientôt des plumes. Ils auront alors 4 mois pour apprendre à voler, pour muscler leurs ailes et devenir des oiseaux. Nous sommes en septembre. Les petits ont grandi. Ils sont prêts pour le grand départ. Sous l'œil vigilant de leurs 2 parents, ils vont pouvoir décoller. Les 2 blancs s'élancent. Les voilà partis. Leurs 2 petits ne reviendront plus. Maintenant, c'est au tour du gris. Les blancs ont pourtant bien réussi. Pourquoi pas lui? Veut-il rester pour toujours auprès de ses parents? Chez les cygnes, les enfants doivent partir et trouver leur nourriture ailleurs. C'est une question de survie. Le père attaque maintenant son petit.
La peur l'a fait s'envoler. Qu'éprouvent ses parents alors que leur dernier petit s'en va pour toujours? Sont-ils fiers ou soulagés? Leur mission est maintenant accomplie. Leur seule obligation, c'était l'éducation des petits. Qu'ils soient blancs ou gris. Quant à lui, il trouvera bientôt une bande de jeunes de son âge. Nous sommes maintenant en octobre, et pour un hôte de ces bois, il est l'heure de trouver une retraite pour l'hiver. Ce matin, Hérisson doit rejoindre l'endroit où il dormira pendant les grands froids. La vieille souche au fond du parc. Hérisson est aussi myope qu'une taupe. Alors pour se déplacer, il fonce droit devant. La souche est de l'autre côté du parc, derrière le château. D'abord traverser le jardin de Diane de Poitiers. Le parc du domaine est entretenu par un jardinier d'un style particulier. Pour le bonheur de tous ceux qui le fréquentent, Grégoire y pratique un jardinage exempt de tout produit chimique. En déposant quelques chrysopes sur ses rosiers, il se débarrasse d'une grande quantité de pucerons. Des renforts pour les coccinelles qui ont déjà pas mal de travail. Pour passer les 6 prochains mois d'hiver sans manger, Hérisson doit maintenant s'empiffrer de gourmandises. Au menu, escargots en coquille, limaces sur feuilles, tartare de couleuvre. Mais où sont-ils passés? Ce matin, les gluants succulents ont déserté le potager. Et là, non plus. Mais qui est le responsable de cette pénurie? Grégoire a une recette pour écarter les nuisibles. Il agrémente son potager de plants de thym, de sauge et de ciboulette. Il en sème ici et là. Ça tombe bien. Hérisson profite aussi des odeurs fortes pour faire fuir les 500 puces qui vivent sous ces 7000 épines. Comme insecticide, Grégoire pulvérise de la purée d'ortie, naturelle et très efficace. Mais le voilà aujourd'hui face à une invasion imprévue. Les limaces attaquent. Grégoire a trouvé la solution. Hérisson. Voilà un repas servi qui tombe bien à point. Grégoire aimerait bien que Hérisson reste quelque temps dans son potager. Mais le piquant a d'autres plans. Derrière le jardin de Catherine de Médicis, sa retraite bien méritée. Le voici dans son jardin d'hiver. Gratter la terre, faire un nid avec quelques feuilles, et le tour est joué. S'adapter à la nature, l'aider sans la brutaliser. Grégoire dit qu'elle se soigne toute seule depuis des millions d'années. Pour dormir tout l'hiver, Hérisson est capable d'ajuster la température de son corps en se maintenant tout juste 3 degrés au-dessus de la température extérieure. Comme si finalement, l'équilibre du monde tenait à une poignée de degrés.
Un autre globe-trotteur se réveille à la fin de l'hiver pour effectuer un grand voyage. Il vit souvent tout proche de nous, mais se dissimule sous la terre en octobre et hiberne en attendant la fin des gelées. Ici vit Monsieur Crapaud. Et ce soir est son grand soir. Une force irrésistible l'appelle. Là-bas, à quelques kilomètres, la mare où il est né. Il doit la rejoindre avant le lever du soleil. Mais comment résister au goût succulent du lombric? Il n'a pas mangé depuis 6 mois. Un délice. C'est reparti. Pourquoi ce voyage? Pour se reproduire. Car au bout du chemin, une charmante demoiselle Crapaud lui est promise. Monsieur Crapaud n'est maintenant plus seul. Comme lui, ils sont des centaines à s'être réveillés ce soir pour accomplir leur destinée. Ils se dirigent tous dans la même direction. Certains mâles ont même trouvé un moyen moins fatigant pour y arriver. Ils se sont accrochés sur le dos d'une femelle. Chez les crapauds, les femelles sont plus grosses que les mâles. Ça passe ou ça casse. Tout le monde a rendez-vous dans la mare. Mais il y a souvent moins de femelles que de mâles. Si seulement il pouvait en trouver une avant d'arriver. Occupé. C'est pas grave. Par ici, un crapauduc construit par les hommes. Ça permet de passer la route tranquille. Enfin, presque tranquille. Ce soir, pendant que les humains dorment, des centaines d'amphibiens vont traverser ce village. Tous n'y arriveront pas. Monsieur Crapaud s'est résigné à y cheminer seul. Mais pour trouver une belle, il doit être parmi les premiers. La voilà. La mare qu'il a vue naître. Vite, trouvez sa princesse. C'est elle. Ses yeux d'or. Cette peau. Monsieur Crapaud est conquis. Les deux amoureux vont ainsi passer quelques jours collés l'un à l'autre. Madame Crapaud pondra 7000 œufs dans l'eau que Monsieur Crapaud, bien placé, pourra ensemencer. Monsieur Crapaud retournera seul dans ses quartiers d'été. C'est ainsi que chaque année en février, des millions d'amphibiens font leur voyage nuptial. Si vous les voyez sur les routes, prenez soin de ne pas les écraser. C'est l'amour qui les appelle. Au sud de la Loire, le massif central descend en pente douce vers les grandes plaines. Dans les boucles de l'Aveyron,
le pays des 100 vallées. Sur ce territoire de plateaux et collines, les hommes ont bâti 1000 villages et forteresses. En accord avec la nature, ils ont redessiné le paysage. Il vit ici un animal mystérieux qui ne se laisse jamais voir. Son agilité est aussi légendaire que sa discrétion. Cette créature aux yeux d'or s'appelle la Jeunette. Mais où va-t-elle de si bon matin? Cette prédatrice aux airs de panthère est venue d'Afrique au Moyen-Âge. Apprivoisée par les seigneurs pour sa grâce et sa noblesse, elle a rapidement pris une place de choix dans les châteaux. Cette compagne élégante et serviable semait la terreur parmi les rongeurs. Elle protégeait aussi de la peste. C'est ainsi qu'elle se fit auprès des hommes et des femmes une place de choix. Une place qui depuis lui a été ravie par un autre prédateur plus docile, le chat. Délaissée, elle est retournée à la vie sauvage. Mais la Jeunette revient parfois chasser sur ses anciennes terres. Ses proies favorites sont souris, mulots et autres campagnols. Elle sait où il se trouve à profusion, sur le territoire de son rival. Pourquoi lui a-t-on préféré le chat, ce profiteur à qui l'on accorde toutes les faveurs? Elle a choisi la liberté et l'inconfort, plutôt que les croquettes. Sur ce territoire, elle n'est point conviée. Mais ce n'est pas ce piètre chasseur qui l'empêchera d'y rôder. Jeunette entend tout et voit tout. Elle se place à l'affût et observe ses proies. Comme chasseresse, elle n'a pas son pareil. Au temps des rois, jamais on ne le contestait. Le matou l'a senti. Il faut la chasser d'ici.
plus vite en haut et plus vite en bas. Son appétit pourtant assouvi, Jeannette ne se prive pas d'offrir à l'imposteur une punition de son choix. Ainsi vit aujourd'hui Jeannette. Des hommes, elle refuse la compagnie. Et même s'il lui arrive de venir chasser sur nos terres, c'est dans les arbres qu'elle fait son nid. On lui a préféré le chat. Elle a choisi sa vie. Au sud-est de la France, la Provence. Deux massifs très anciens plongent dans les eaux azures de la Méditerranée, les Maures et l'Estérel. En été, ils deviennent secs, arides et piquants. Un animal se trouve très à son aise dans ce milieu. Au réveil, la priorité de Tortue, c'est de trouver un coin au soleil. Contrairement à nous, elle ne chauffe pas de l'intérieur. Elle a besoin de la chaleur du soleil. Et pour être au maximum de son bien-être, il lui faut du 25 degrés. Son cousin lézard a lui aussi le même objectif, se faire dorer la pilule. Et s'il peut le faire avec le moindre effort, les voilà au solarium. Maintenant, ne plus bouger. Réchauffer toutes les parties de son corps. Mais ce matin, un visiteur imprévu s'est invité au programme. Tortue est invincible. Elle ne craint rien ni personne. Sauf lui. Cet ennemi redoutable qui revient chaque année. La terreur des tortues. Daniel Monzo, pilote de Canadair, commandant de l'unité de Marseille-Provence. Départ de feu dans les Maures, neutralisation immédiate. 2 appareils en action. Tortue sait où trouver une mare sur son territoire, mais le feu est bien plus rapide qu'elle. Lac de Sainte-Croix. Chargement de 6 tonnes d'eau. Objectif à 15 000.
tortue va bouillir dans sa carapace. Elle ne peut plus avancer. C'est la fin. Tortue était parti au soleil pour faire monter sa température. C'est réussi. Maintenant, il faut la faire redescendre. La tortue d'Hermann vit sur les bords de la Méditerranée depuis des millions d'années. Beaucoup d'entre elles périssent lors des feux de forêt. Et c'est une des raisons pour laquelle leur survie est menacée. Le cœur de la Provence bat dans les collines qui relient la mer aux montagnes des Alpes. Un territoire de parfums et de couleurs. Une contrée où la lumière si particulière a séduit les plus grands peintres. Mais aussi une douceur qui a plu à de nombreuses espèces. La Provence recèle 1000 histoires, mais il en est une qui, sous nos yeux incrédules, transforme de misérables créatures rampantes en majestueuses princesses volantes. Et c'est sous un olivier qu'a lieu cette incroyable histoire. Deux voisines prospèrent ici sur le fenouil sauvage, la flamboyante Macaon et la discrète Morosphinx. Dès le départ, tout oppose les deux futurs papillons. Les couleurs de Macaon crient poison. Morosphinx mise au contraire sur le camouflage. Les deux chenilles ont au sol un ennemi commun, la fourmi carnivore. Ce redoutable chasseur ne fait pas de quartier à tous ceux qui tombent sur son territoire. Pour devenir papillon, Macaon doit vite trouver une tige rigide. Morosphinx, qui au passage a changé de couleur, doit s'enterrer et ne plus bouger. L'une va vers le haut, l'autre vers le bas. Macaon s'attache avec une ceinture de soie. Morosphinx dort sous terre, s'endurcit et devient chrysalide. Macaon devient nymphe. En 10 jours s'opère la fabuleuse métamorphose. Aujourd'hui, elle change de vie. Se gonfler d'air et briser son cocon. Déployer ses ailes, les laisser sécher, puiser dans l'énergie du soleil. Et soudain, le sphinx est prêt. Macaon, à son tour, veut s'élancer. Elle a la grâce pour elle, pas encore la maîtrise. Avec des ailes qui battent 80 fois par seconde, Morosphinx est un prodige de précision. En vol stationnaire, il est le seul à pouvoir se ravitailler sans se poser. Les grandes ailes de Macaon sont sa fierté, mais difficiles à piloter.
Voici les compères à nouveau réunis par le parfum d'une même fleur au nectar délicieux. La verveine retiendra quelques jours les deux amis. Puis ils partiront au loin, vers leur nouvelle vie. Les relations entre les animaux de nos campagnes ne sont pas toujours aussi pacifiques. D'autres destins se croisent en effet sur nos terres provençales. C'est le cas de deux rivaux légendaires, le corbeau et le renard. Ici vit la famille Corbeau. Et ce matin, Maître Corbeau a décidé d'emmener sa fille pour lui apprendre les quelques tours qu'il a dans son sac. La première leçon pour la fillette consiste à imiter ce que fait son père. Bon, à la fois, c'est sa première sortie. Sur ce même territoire vit la renarde et sa nombreuse progéniture. Pour nourrir toutes ces bouches, Renarde est contrainte à un balai incessant entre la tanière et ses lieux de chasse. Maître Corbeau l'a bien compris et voit ici une opportunité de se nourrir à ses dépens. Tout d'abord, repérer la tanière de la renarde. Voici une occasion de montrer à sa fillette comment se jouer de goupil. Maître Corbeau mange de tout, mais il a un goût prononcé pour ce que Renarde a chassé. Voilà assurément un bon tour, mais le meilleur reste à venir. Voici Maître Corbeau plein de fierté à l'idée de montrer à sa fille une ruse de qualité. En matière de filouterie, le corbeau n'est pas le dernier de la classe. La renarde est ici sur son terrain de chasse. La malice consiste à détourner l'attention du renard. Et à simuler l'oiseau blessé. Voici pour Renarde la promesse d'un repas qui nourrira toute sa maisonnée. L'éloigner le plus possible de sa proie délaissée. La filleute a bien compris le subterfuge. Elle ne veut point partager. Ça aussi, il faut lui apprendre. Maître Corbeau sait jouer de renarde, mais elle saura un jour lui rendre l'appareil. Le corbeau et le renard se disputent régulièrement la palme de la ruse. Une rivalité qui dure depuis des siècles. S'il est vrai que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute,
Apprenez aussi, Renardo, qu'un tien vaut mieux que deux. Tu l'auras. Au sud-ouest de notre pays, l'Aquitaine, la troisième plus vaste région de France et des espaces naturels préservés d'une grande diversité. Nous sommes en novembre. Une famille de grues traverse la France vers le sud. Cette famille est composée du père, de la mère et de leur dernière fille, Mademoiselle. Cette année, Mademoiselle doit s'unir avec un mâle. Mais trouver un bon mari n'est pas chose simple. Elles arrivent de Suède et traversent la France du nord au sud en 2 jours. Elles volent jour et nuit et maintiennent le contact en échangeant des appels. Elles savent exactement où elles vont. Tous les endroits qu'elles survolent sont déjà fixés dans leur mémoire. Rivières, villages, autoroutes sont autant de repères pour elles. L'effort est immense, et Mademoiselle, moins habituée que ses parents, est à bout de force. Ce n'est plus très loin. Déjà d'autres voyageuses croisent leur route. Arjusanx, ses lacs, ses landes, ses champs de maïs et ses merveilleux dortoirs. Elles viennent de toute l'Europe du Nord. Norvège, Finlande, Pays-Baltes, Pologne. « 50 000 grues se sont donné rendez-vous ici pour passer les 3 mois d'hiver. Ce site était autrefois une mine de lignite, polluante et toxique. Elle a été fermée il y a 10 ans, laissant derrière elle 1700 hectares de friches industrielles. Puis les grues sont venues et ont trouvé cet endroit tout à fait à leur goût. Tant et si bien qu'elles sont maintenant des milliers à l'avoir choisi. La famille de Mademoiselle a choisi le dortoir du Petit Marais. On pourrait penser que les grues se regroupent d'après leur provenance, les Suédoises avec les Suédoises, les Polonaises entre elles. Pas du tout. Elles aiment se mélanger et surtout retrouver d'une année sur l'autre des connaissances qu'elles aiment côtoyer. Ainsi, la petite famille de Mademoiselle s'est installée avec plusieurs familles norvégiennes, lettonnes et allemandes qu'elles connaissent. Élégante et précieuse, Mademoiselle attire tout de suite de nombreux regards. Mais elle n'est pas une fille facile. Parmi les prétendants, il y a des veufs et des jeunes immatures qui ne savent pas encore ce qu'ils font. Elle n'est pas intéressée. Elle a tout l'hiver pour se décider. Maintenant, un sommeil bien mérité. La tête sous l'aile pour ne pas être dérangée par les voisines. Les pattes dans l'eau pour ne pas se faire attaquer par les renards. La vie à Arjusanx obéit à un rituel immuable. Réveil, palabre, toilette et repalabre. Mademoiselle en profite pour faire un tour des prétendants. Elle fait la grue. Cela ne lui plaise pas.
monde part pour trouver à manger. À proximité des dortoirs, de nombreux champs de maïs. Les restes des moissons sont bien suffisants pour la famille de Mademoiselle. Au menu, graines et petits insectes à profusion. Mademoiselle n'a plus faim. Il est là, devant elle, jeune et célibataire. C'est lui. Ils sont hypnotisés l'un par l'autre. Chez les grues, comme chez les cygnes, on se séduit longuement. Ensemble, ils passent du temps pour être sûrs de leur choix. Il lui offre des cailloux et des herbes folles. Elle, ses plus belles acrobaties aériennes. Ils se courtisent pendant plusieurs semaines et apprennent à se connaître en toute honnêteté. Mademoiselle a trouvé le mal de sa vie. Ils formeront un couple uni pour le restant de leurs jours. Au printemps, ils partiront pour le nord, pour nicher et y faire des petits. Arjusanx est bien le paradis des grues. Plus au sud, né de l'union entre les Pyrénées et l'Atlantique, se trouve le Pays basque. Un pays de couleurs, de douceur et de rondeur. Mais qui peut se douter qu'à quelques encablures de Saint-Jean-de-Luz, dans le canton d'Espelette, se joue une histoire qui a survécu à des milliers d'années d'empreintes humaines. Dans ces montagnes, un petit cheval de race primitive vit encore de façon quasi sauvage. Le potioc vit en harem, une vingtaine de juments avec leurs poulains et un seul mâle. La horde du bas est menée par une jument d'expérience. Son étalon, le blanc, est fier et possessif. Et parfois, ses pulsions lui montent à la tête. Toutes ses pouliches sont pleines. Plus une seule n'accepte de s'offrir à lui. Impossible de soumettre des juments qui ne veulent plus. Il
Il veut d'autres juments et il sait où les trouver. Dans ce canton, il y a depuis des lustres 2 hordes, celle du bas et celle du haut. Le blanc est né là-haut, mais il a dû en partir. Là-haut, il y a de nombreuses juments, mais elles sont la propriété d'un puissant étalon qui y règne sans partage depuis 8 ans. Le noir est un mâle d'âge mûr, conciliant tant que l'on ne touche pas à son harem. Il laisse ses juments vagabonder là où bon leur semble. Du coup, la horde du haut est beaucoup plus paisible. Et ce calme ne veut pas durer. Le blanc n'a maintenant qu'une idée en tête, défier les talons du haut, lui voler 1 ou 2 femelles, peut-être même prendre son territoire et son troupeau. Dans ses veines coulent des flammes de désir. Il sait que le noir n'est plus tout jeune. Il compte sur sa vigueur et sa fougue pour le renverser. En réalité, le noir qu'il s'apprête à affronter est son propre père. Ce matin, il sent que le monde lui appartient. Le blanc est dévoré par son ardeur. Il veut une jument, et tout de suite. Mais le noir l'a vu. Le combat est inévitable. Le fils a pour l'instant l'avantage, mais moins rusé que le père. Le noir attaque maintenant avec ses dents les ligaments de l'encolure. S'il réussit à les sectionner, le blanc mourra. Le jeune étalon abdique. Le blanc ne craint ni la pluie ni le vent. Mais son père reste plus fort que lui. Il devra se contenter de sa horde, accepter d'attendre le printemps pour couvrir ses juments. Un jour, il retournera là-haut et il vaincra. Une légende raconte que le rythme du galop de ces petits chevaux a inspiré la musique des hommes de ce pays basque. Les Potioks continuent aujourd'hui à imprimer de leurs sabots nos montagnes de l'Atlantique. Un peu plus profond dans les Pyrénées, la nature devient plus sauvage, les pentes plus abruptes, les animaux plus dangereux. Ici,
les ours ont été réintroduits et le loup revient. Avec eux, une tradition ancestrale qui avait quasiment disparu renaît. Une invraisemblable alliance apparut au temps des premiers pasteurs. Un accord singulier entre un chien, des brebis et leurs bergers. Le petit Patou est né il y a quelques jours. Son destin se joue maintenant. Va-t-il être accepté? Il faut qu'il entende et qu'il sente les odeurs des moutons, le jour et la nuit. Ça y est, Patou est adopté. Même s'il garde au fond de lui sa profonde nature de prédateur, il va s'attacher et commencer à croire qu'il est comme eux, un agneau. Il en est de même pour ses frères et sœurs. La maison des Patous, c'est la bergerie. Pendant quelques semaines, il restera auprès de sa mère et de ses frères et sœurs. Mais bientôt viendra le moment où Patou devra être séparé d'eux. C'est dans une bergerie de la vallée de la Pique que les services de notre jeune Patou ont été demandés. Patou a maintenant 8 semaines. Et voici venu le moment de rencontrer la clique qui va devenir sa famille pour la vie, son troupeau. D'abord, la patronne. Ça va aller. Et les sous-chefs? Là, c'est plus compliqué. Pour elle, il est un intrus. Il faudra quelque temps avant qu'il ne soit totalement accepté. Pendant 1 an, il vivra avec eux. L'été prochain, il pourra enfin être lancé dans la grande aventure des Patous. Là-haut, dans les estives où règne l'ours. Nous sommes en juin. Les troupeaux commencent à gagner les hauteurs pour profiter des gras pâturages. Christian est berger et il va passer 4 mois sur une des estives les plus périlleuses des Pyrénées. Il est accompagné par son chien de conduite, un border collie, pour manœuvrer les troupeaux. Patou accompagne les siens pour la première fois. Il ne connaît pas encore son métier. Pour l'instant, le goût des grands espaces l'emporte. Ils viennent de plusieurs vallées, 4 troupeaux avec chacun leur Patou. En tout, plus de 1000 bêtes vont être assemblées sous la responsabilité de Christian. Patou crée une zone de protection autour du troupeau. Il se tient prêt à éloigner tout intrus, animal sauvage, chien ou même l'homme. Mais il n'a jamais croisé un ours. Christian a été choisi par les 4 éleveurs pour son expérience. L'année dernière, 150 brebis ont disparu pendant l'été.
victime des chiens errants, du mauvais temps et de 3 ours particulièrement coriaces. C'est pour cela qu'on l'a choisi sur cette estive. Christian est devenu berger à l'âge de 30 ans, en passant une saison aux côtés d'un vieux berger. Il a choisi ce métier par amour de la montagne, des brebis et de la liberté. Les bêtes peuvent arriver maintenant. Il les attend. Mais le mauvais temps, cet ennemi juré du berger, arrive lui aussi. Le patou est un merveilleux allié pour éloigner les prédateurs. Mais Christian sait qu'il faut garder une distance avec lui, pour qu'il reste farouche et proche des brebis qu'il protège. Les 4 troupeaux sont arrivés. Savoir les compter d'un seul regard. 4 chiens sont présents sur l'estive. Notre patou est le plus jeune. Il cherche tout de suite à faire connaissance. Mais les anciens n'ont que faire de lui. Il va devoir apprendre par lui-même. Quand la nuit tombe sur l'estive, le berger ne peut plus protéger les moutons. C'est l'heure où Patou veille. Ce matin, Christian s'est rendu compte qu'une partie du troupeau manquait à l'appel. Des brebis se sont perdues. Il n'y a rien de pire pour un berger. Partir les chercher, et tout de suite. Patou sent une odeur qu'il ne connaît pas. C'est la mission des patous. Protéger les brebis quand le berger n'est pas là. Grâce à eux, il y a 10 fois moins d'attaques mortelles sur les troupeaux. Christian a récupéré les brebis égarées. Il ne se doute pas de la bravoure dont Patou a fait preuve. Ainsi va la vie dans les estives. Gravir les collines, humer le vent et goûter aux grands espaces. C'est ici que Patou remplira pleinement son rôle toute sa vie durant. Et même s'il ne sera jamais le chien de son maître, une alliance bien comprise unit l'homme et le chien. Si vous croisez des patous, respectez leur travail, contournez l'aire de pâturage. Et si vous ne le pouvez pas, faites demi-tour. Dans le
le Jura. 2 mois ont passé depuis sa naissance. Le faon suit sa mère biche partout où elle va. Il voudrait être grand et cheminer par lui-même. Mais son instinct lui dit qu'il est une proie. Le chêne continue à compter sur l'écureuil pour disperser ses fruits. Hérisson a trouvé une copine. Il aimerait bien qu'elle se réveille, parce que là, les beaux jours ne vont pas tarder à arriver. Le phoque a repéré un endroit tranquille pour faire sa sieste sans être dérangé. Maître Corbeau et sa fille se chamaillent toujours pour la moindre peccadille. Monsieur Crapaud ne retrouve plus sa souche. Quelqu'un a dû la déplacer. C'est pas cool. Le gris est devenu blanc. Et il a trouvé de la compagnie. Patou n'est plus un novice. Il a même réussi à se faire accepter par ses aînés. Les jeunes lynx sont partis faire leur vie ailleurs. Leur mère cherche maintenant un compagnon pour l'hiver. C'est la saison des amours. Le blanc est sûr qu'aucune jument ne peut désormais lui résister. Le moment est maintenant venu. Mademoiselle Grue et son compagnon s'envolent pour le nord de l'Europe. Ils s'accoupleront et donneront naissance à une nouvelle génération. Avec le départ des grues, c'est le printemps qui revient sur la France. Elles reviendront l'hiver prochain, avec leurs petits, dans le plus beau pays du monde. Il existe tout proche de nous une terre sauvage où la nature cache encore certains de ses plus beaux secrets. Les Alpes. Un colosse de pierre long de 1300 km. Des centaines de sommets dépassant 3000 mètres d'altitude, emprisonnant des millions de mètres cubes de glace. Des pentes vertigineuses. Des rocailles coupantes exposées au vent. Un air qui manque cruellement d'oxygène. Comment les êtres vivants se sont-ils adaptés à ces conditions extrêmes? À ce monde où l'hiver dure 8 mois, où les températures peuvent descendre jusqu'à -40. Comment parviennent-ils à se séduire? À éduquer leurs petits? À conquérir des territoires?
parcourir des distances immenses. Comment résiste-t-il dans ces conditions infernales? Des cimes des plus hautes montagnes jusqu'aux profondes vallées, voici les destinées surprenantes de ses voisins animaux en prise avec la violence des éléments. Un grand voyage à côté de chez nous, dans le dernier sanctuaire d'Europe. Nous sommes en Italie, dans le massif des Dolomites. Ces roches sont d'anciens récifs coralliens. Ils ont été poussés hors de la mer il y a des millions d'années. Des coraux pétrifiés à 3000 mètres d'altitude. L'hiver touche à sa fin. Plus rien à manger. Beaucoup d'animaux sont affaiblis. Ce jeune cerf traque la moindre trace de nourriture. C'est le pire moment de l'année. Une louve est en chasse. Mais elle n'est pas seule. Elle a placé toute sa famille autour d'elle. Louve dirige sa meute avec son compagnon, son mâle alpha. Ce jeune cerf n'est pas une proie facile, mais Louve a un plan. À son signal, l'action peut commencer. Ce jeune cerf n'a jamais vu de loup, mais il sait ce qu'il doit faire. C'est dans ses gènes. Il a une ruse pour leur échapper. Il les attire en plein milieu de la harde. Et c'est exactement ce que Louve avait prévu. Maintenant, elle peut choisir la proie la plus facile. Un cerf malade. Le jeune cerf a pu échapper au loup en sacrifiant un des siens. Une réponse très efficace contre les attaques des loups. Cette stratégie n'est peut-être pas très glorieuse, mais elle comporte un avantage. Éliminer les malades et empêcher les épidémies. C'est le rôle du loup dans nos milieux naturels. En cette saison, les cervidés se regroupent en large harde. Plus d'oreilles pour entendre les dangers. Plus d'yeux pour les voir venir. Pour lutter contre le froid,
Ils mettent en hibernation certaines parties de leur corps et abaissent leur rythme cardiaque. En ces contrées glaciales, c'est la clé de la survie. Dépenser le minimum d'énergie. Cette famille de loups vient justement de capturer une proie avec un effort minimal. C'est leur premier repas depuis des jours. Excité par cette nourriture, l'aîné des fils teste les limites de la hiérarchie. Il défie son père, le mâle alpha. Il doit respecter la règle. Les parents mangent avant les enfants. Mais le fils ne veut pas obéir. Il devra attendre son tour, comme les autres. Le loup n'a dans les Alpes qu'un seul concurrent. L'ours brun. Celui-ci a senti la viande à des kilomètres. Et il a faim. Mais Alpha n'est pas d'humeur à céder. En temps normal, Alpha se serait mise à l'écart, comme Louve. Mais aujourd'hui, Alpha veut montrer à ses enfants qu'il est toujours le chef. Alpha veut empêcher l'ours de manger, le harceler jusqu'à ce qu'il parte. L'ours brun ne craint pas les loups. Il est le plus fort, et il le sait. Alpha n'est plus en mesure de gouverner. Immédiatement, tous les regards se tournent vers le fils aîné. Et tout le monde se soumet à ce nouveau chef. Mais pas Louve. Louve n'abandonnera pas son compagnon de toujours.
Chez les loups, un couple, c'est pour la vie. Dans les Alpes, trouver de la nourriture en hiver est un défi quotidien. Pour y parvenir, certains ont inventé des stratagèmes surprenants. Nous sommes en France, dans le massif du Grand Paradis. Dans la vallée, c'est la famine. La plupart des arbres ont été dépouillés. Plus de fruits, plus de graines disponibles. Et les insectes sont cachés sous les écorces. Pour ne pas mourir de faim, des petits oiseaux ont inventé une méthode très astucieuse. Ils s'organisent en bandes de plusieurs espèces. Ils commencent par chercher un arbre inexploré. Celui qui a trouvé prévient les autres. Chacun prend maintenant sa place sur l'arbre du jour. Tout en haut, les becs croisés. Ils jouent le rôle de vigie. Juste en dessous, les mésanges boréales cassent les cônes pour extraire les pignes. Plus bas, sur les branches, les mésanges huppés et les grimpereaux cherchent de petites araignées qui se cachent sous les lichens. Tout en bas, dans les rameaux du mélèze, la mésange noire et la mésange bleue raffolent d'une larve de papillon. Toutes ces espèces si différentes ont trouvé un moyen très efficace pour s'alimenter: l'entraide. Et si un danger survient, ils se préviennent. Une fois rassasié, chacun peut rentrer chez soi. Pour se protéger contre l'enfer. Le blizzard. Les températures qui chutent brutalement. Il peut causer la mort en quelques heures. Comment se protéger? Il y a ceux qui ont les habits adaptés, capables de supporter des températures allant jusqu'à moins 50 degrés. Et il y a ceux qui ont choisi de passer l'hiver en sous-sol. On maintient le corps à 4 degrés. Le cœur bat une fois par minute. Et surtout, on dort longtemps. Très longtemps. Sauf quand on a froid. Les marmottes savent bien que plus on est nombreux, plus on se tient chaud. Et pour être nombreux, il faut avoir une famille. Et voilà un autre casse-tête de ces hautes montagnes. Comment trouver un partenaire quand le printemps arrive? Il y en a qui ont trouvé un drôle de moyen. Le speed dating des montagnes. Nous sommes dans le massif du Beaufortin. Un rassemblement se tient ici une fois par an, à une date très précise, connue uniquement du peuple des grenouilles rousses. Après 9 mois d'un sommeil profond, ce jeune mâle vient de se réveiller avec une idée irrésistible en tête. Trouver une partenaire. Ce célibataire sait très bien où aller. Une tourbière à 3 km. Pourquoi est-il si pressé? Parce qu'à destination, il n'y aura qu'une seule femelle pour 5 mâles. Et comme tout le monde y va en même temps, seuls les premiers seront mariés. Ah, voilà une femelle disponible.
L'idée, c'est de la ceinturer et de ne plus la lâcher. Non, c'est un mal. Voilà, on arrive enfin à destination. Une place de dégel au milieu des glaces. Tiens donc. Regardez cette beauté. Ses yeux d'or, cette peau rousse. C'est elle. Là, il est sûr de son coup. Maintenant, il faut qu'elle l'accepte sur son dos. Le secret, c'est de faire preuve de délicatesse. Voilà. Non mais là, elle bouge trop. Le problème maintenant, c'est cette bande de célibataires prête à tout pour lui voler sa dulcinée. Mieux vaut chercher ailleurs. Et ici, on peut s'incruster. Notre jeune mâle ne trouvera pas de fiancé cette année. Mais pas vaincu pour autant, dans un endroit plein d'œufs, il se débrouillera tout seul pour répandre sa semence. Il aura une progéniture et c'est bien cela le plus important. Les grenouilles rousses ne vivent pas en couple. Elles s'unissent une semaine par an et se séparent ensuite. Avec la fonte des neiges arrive la période des naissances. Soudainement, à tous les étages, des êtres fragiles et sans défense voient le jour. Pour protéger leurs petits, les parents aménagent des logements inaccessibles dans les arbres. Ils creusent des tanières, impénétrables en sous-sol. Ils bâtissent des nids dans des falaises abruptes. Mais pour ceux qui vivent en milieu ouvert, il n'y a pas de refuge possible. Leurs petits sont vulnérables partout. Nous sommes dans le parc des écrins. Ici, les bouquetins ont mis au point un système de surveillance collective. C'est une femelle d'âge mûr. Elle est en mission pour sa communauté. Ce jeune bouquetin vient de naître. Il n'est pas le seul. Toutes les naissances ont eu lieu en quelques jours. La mission de la doyenne, guetter l'arrivée du voleur d'enfants. L'aigle royal. Les femelles bouquetins veillent à plusieurs sur les petits de la communauté. Un genre de garderie d'altitude. L'alerte est levée. Trop
trop rapidement. Malgré leur solidarité, les femelles perdent régulièrement leurs petits. Pendant la belle saison, les mâles s'établissent plus haut. L'éducation des enfants, ce n'est pas leur truc. Ils préfèrent ne rien faire. Ou si, tiens, se gratter le dos avec la pointe de leurs cornes. Pendant que les mâles travaillent d'arrache-pied, les femelles passent à une autre activité. Donner une éducation à leurs petits. Un jeune cabri et sa mère se sont mis en marche. Un voyage qui les mène vers une épreuve invraisemblable. Depuis un demi-siècle, toutes les mères de cette région emmènent leurs petits à 2 jours de marche pour accomplir ce qui ressemble étrangement à un rituel d'initiation. Le jeune cabri apprend la montagne. Il est subjugué par l'agilité de ses pattes, l'incroyable adhérence de ses sabots. Il teste ses limites et n'en voit pas le bout. Il ne se doute pas de l'épreuve qui l'attend. Il suit sa mère en toute confiance. Cabri réalise soudain qu'il est au milieu d'une falaise vertigineuse. Que font-ils ici? Ils sont sur le barrage du lac de Shingino. Une muraille verticale de 50 mètres. Cabri ne le savait pas. Il est un équilibriste de génie. Pourquoi sa mère l'a-t-elle emmené ici? Pour atteindre les sels minéraux qui suintent de l'ouvrage. Ces sels indispensables à l'organisme des bouquetins n'existent pas dans leur nourriture. Il n'y en a qu'au milieu du barrage. Cabri a vaincu sa peur, et maintenant il peut imiter sa mère et goûter ce succulent nectar de roche. En réalité, leurs sabots concaves sont des amortisseurs antidérapants ultra puissants. Des ventouses qui adhèrent aux parois. Quant à leur sens de l'équilibre, c'est un des prodiges de l'évolution. Cabri vient d'apprendre une opération essentielle à sa survie. Il reviendra tous les ans ici pour fortifier sa santé. Toutes les mères d'ici transmettent ce savoir à leurs petits depuis que ce barrage existe. Pour Cabri, c'est le début de son passage à la vie adulte. Dans quelques mois, au début de l'automne, il sera sevré et sera prêt à quitter sa mère pendant l'hiver. Il ira avec les mâles
Et quand ses cornes auront poussé, il pourra se gratter le dos avec, comme un grand. L'éducation des enfants est un défi gigantesque dans les hautes montagnes. La principale obligation, c'est la durée. 4 mois seulement pour qu'ils arrivent à se débrouiller par eux-mêmes avant l'hiver. La plupart des parents y déploient un temps et une énergie considérables. Mais les enfants, rendent-ils aux parents un peu de ce qu'ils ont reçu? Les enfants s'occupent-ils de leurs aînés quand ils sont moins vaillants? Grâce au progrès de la connaissance, le voile se lève doucement sur un monde dont on n'imaginait pas la richesse. Le monde des arbres. Et justement, dans les grandes forêts de hêtres des Alpes, on vient de découvrir une histoire de parents et d'enfants qui n'existe que dans les contes. Celle de la souche immortelle. Cachée sous la mousse, cette souche est ce qui reste d'un arbre gigantesque tombé il y a plus de 500 ans. On pourrait penser qu'elle est morte. Pas du tout. Pourtant, elle n'a plus de feuilles pour capter l'énergie du soleil, plus de racines pour se nourrir dans le sol. Comment est-elle toujours vivante? La science a trouvé la réponse. Les arbres autour d'elle en ont décidé ainsi. Ils la maintiennent en vie. Ils lui envoient de la nourriture. Qui sont ces arbres bienfaiteurs? Il y a le premier cercle, les descendants directs de la souche. Ils sont nés de ses fruits. Un peu plus loin, les petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il y a même des arbres qui ne sont pas de la même famille, ni de la même espèce. Ils forment tous un réseau de soutien pour le nourrir. Pourquoi l'ont-ils protégé de la mort? Cette vieille souche sans aucune utilité. C'est peut-être qu'il tenait à elle. De l'affection entre les arbres. L'histoire de cette souche immortelle ouvre nos yeux sur un monde insoupçonné. Pourquoi les arbres s'entraident-ils? Un arbre à lui seul ne peut se protéger du froid et du vent. Il ne peut conserver l'eau dont il a besoin, ni répondre aux agressions des parasites. Une forêt peut le faire. Les arbres dépendent les uns des autres. Ensemble, ils peuvent vivre des siècles et même des millénaires. Ils apportent leurs bienfaits à un nombre incalculable d'êtres vivants. Ils servent de maison et de garde-manger, de refuge et de restaurant. Cette générosité est le fruit d'une force extraordinaire de la nature. La solidarité entre les arbres. Des parents modèles, des enfants formidables. On pourrait croire à un monde idéal où tout le monde est gentil avec tout le monde. Ça n'est pas le cas. Parmi les parents, il y en a qui ne font absolument rien pour leurs petits et qui s'en sortent parfaitement. On pense tout de suite au pire d'entre eux. Il s'appelle l'azuré. Derrière ce joli papillon inoffensif se cache en réalité le plus grand escroc de la montagne.
départ, il y a pourtant de bonnes intentions. Se séduire, et ça commence par un accouplement. Une fois ensemencée, la mère cherche Pimprenelle, une fleur pourpre. Elle y dépose son œuf et abandonne son petit, qui devient un chenil, qui va le nourrir et le protéger. Maintenant commence la formidable supercherie de bébé azuré. Opération déguisement olfactif. Il prend l'odeur de la larve de la fourmi. C'est parti. Intrigué par l'odeur, une ouvrière s'enquiert. Que fait ici cette jeune larve de fourmi? Vite, à la fourmilière. L'illusion fonctionne. La fourmi bigleuse ramène bébé dans la pouponnière. Les nourricières alimentent maintenant l'escroc par la bouche. Jour après jour, mois après mois, pendant tout l'hiver. Et bébé blanchit, et bébé grossit. Les fourmis ne se rendent même pas compte de la taille gigantesque de cette larve. Au printemps, la métamorphose s'opère. Et le jour critique, bébé sort de son cocon. Aussitôt, l'illusion odorante disparaît. Il a quelques secondes avant que les fourmis ne rappliquent pour le découper en morceaux. Alors vite, dehors. Il déploie ses ailes, et voilà. L'imposteur peut enfin devenir papillon. Il y a ceux qui profitent du travail des autres, comme l'azuré. Il y a ceux qui sacrifient tout à la collectivité, comme les fourmis. Il y a ceux qui la jouent solo. Ils prennent tout ce qui leur tombe sous la patte, comme l'ours. Même si ça gratte. Quelle est finalement la bonne stratégie pour survivre dans les montagnes? La jouer perso ou collectif? L'ours est perso, mais il rend quand même des services, à la framboise qu'il adore par exemple. Après l'avoir digéré, il crotte et disperse ses graines dans les montagnes. Il rend service à la framboise, sans s'en rendre compte. Mais il y a aussi des êtres vivants qui se rendent service mutuellement et dépendent les uns des autres. L'histoire qui vient est à peine croyable. Elle raconte l'alliance d'un arbre et d'un oiseau. L'arbre, c'est la rolle. Il pousse à la limite du possible, au-delà de 2000 mètres. C'est le plus vaillant des arbres. Il peut vivre des centaines d'années. Mais il a un immense problème. Ses cônes ne s'ouvrent pas d'eux-mêmes. Ses fruits sont prisonniers à l'intérieur. Du coup, la rolle ne peut pas se reproduire tout seul. C'est là qu'intervient l'oiseau. Un drôle d'oiseau, assurément. Il s'appelle Casse-Noix. Casse-Noix a une véritable passion dans la vie, ses économies. Les petites, les moyennes, les mal fichues, les bien rondes. Savoir combien il y en a et qu'elles soient bien toutes à leur place. Ça, c'est une moyenne. Il va les mettre où, les moyennes? Ici. La petite, elle peut rester là. Tiens, une grosse, ici. Et celle-là, de côté. Mi-septembre, c'est l'ouverture de la saison des pignes. D'instinct,
Castenois se dirige vers le plus grand garde-manger de la région. Le Bois des Ailles, une des plus hautes forêts d'Europe où vit une communauté d'Arolles centenaire. En cette saison, ils produisent des quantités astronomiques de fruits. C'est justement ce qui intéresse Castenois. D'abord détacher les cônes. Poser les cônes sur l'enclume et au travail. Son bec puissant est l'instrument idéal. Avec une précision chirurgicale, il peut extraire 200 pignes à l'heure. Il les stocke derrière sa langue. Dans son jabot, il en transporte une trentaine pour les mettre en lieu sûr. Il y a un mode d'emploi pour les dissimuler. D'abord faire un trou, puis les enterrer profondément. Non, pas celle-là. 1, 2, 3. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ce bois est aussi le plus grand repère de brigands de la région. Ils attendent le bon moment. Castenois masque l'entrée avec un peu de mousse. Et voilà, le tour est joué. Castenois travaille comme un acharné du matin au soir. Il extrait, transporte et planque 100 000 pignes en 3 semaines. Mais dès qu'il a le dos tourné, les brigands dévalisent toutes ses planques. Et vont lui subtiliser les 3/4 de sa fortune. Face au vol de pignes, Castenois a la solution. Dans son immense prévoyance, il parcourt des kilomètres pour cacher ses richesses. Il en dissimule même dans des endroits totalement inaccessibles. La bonne nouvelle, c'est qu'il oublie une bonne partie de ses cachettes. Et voilà comment les Arolles font leurs petits. Et aussi comment ils se déplacent. Un arbre qui s'associe avec un oiseau pour se reproduire. On sait aujourd'hui que l'entraide est une force puissante dans le monde vivant. L'autre force, c'est la compétition. On nous enseignait jusqu'à aujourd'hui que la loi du plus fort régissait le monde. On est en train de changer d'avis. La compétition est partout, mais elle se montre au grand jour au moment de la reproduction. Un cerf de place rassemble ses biches. Un rival arrive de la vallée voisine. Le gagnant aura-t-il les biches? Officiellement, oui. Mais pendant que les deux compétiteurs font la guerre, un jeune pacifiste fait la cour. Il réussit à séduire une biche sans combattre. N'en déplaise au grand mal, la loi du plus fort n'est pas toujours respectée. En réalité, dans les milieux extrêmes, la compétition est moins déterminante. Car elle a un gros défaut, elle est coûteuse en énergie. Dans les montagnes, l'énergie est une denrée qu'il faut gérer avec économie. Au
Aussitôt finis, les combats de cerfs sont remplacés par ceux des bouquetins. L'enjeu est le même. Les marmottes se préparent à dormir. Les lièvres changent de couleur. Un jour, le grand manteau blanc est là. L'hiver s'abat sur le monde. Ceux qui ne sont pas prêts ne survivront pas. Les loups sont parmi les mieux adaptés à cette vie infernale qui commence. Leur force, c'est leur formidable organisation familiale. Mais que se passe-t-il quand elle disparaît? C'est le moment de revenir sur l'histoire de cette louve et de son mâle alpha. Repartons un an en arrière, en cette fin d'hiver tragique pour Louve. Cet accident a été le début d'une aventure qui a changé la vie dans les Alpes. Le compagnon de Louve a fini par succomber à ses blessures. Et Louve n'a pas trouvé la force de quitter sa dépouille. Dans sa meute, une autre a déjà pris sa place. L'absence de Louve a déclenché les chaleurs d'une de ses filles. Elle est prête à enfanter. Elle est la nouvelle femelle alpha. Que va faire Louve? Si elle retourne dans sa meute, il faudra qu'elle affronte sa fille. Elle doit partir. Pourquoi fait-elle ce choix? Parce qu'elle n'est pas vraiment seule. D'ici quelques semaines, elle va mettre au monde une portée de louveteaux. Chez les loups, seule la femelle alpha est autorisée à se reproduire. Si elle restait, ses petits risqueraient d'être éliminés à la naissance. Louve est née dans ces montagnes. Pourtant, son instinct lui dit de les quitter. S'enfuir le plus loin possible. Trouver un nouveau pays pour sa future famille. Mais où aller? Qu'y a-t-il derrière ces montagnes? Pour l'instant, elle l'ignore. Louve est partie vers le nord.
Pour éviter de croiser d'autres loups, elle emprunte la route des crêtes. Louve n'est pas la première. De nombreux loups quittent leur meute chaque année pour se faire une nouvelle vie. Ils parcourent des distances immenses, des centaines, des milliers de kilomètres. Des scientifiques les suivent grâce à des colliers émetteurs. Partie des Dolomites en mars, Louve est entrée en Autriche. En quelques jours, elle a franchi plusieurs massifs. Puis elle a bifurqué vers l'ouest et le Tyrol. Elle n'a que 3 semaines devant elle. Après, elle donnera naissance. Un loup en exil n'est jamais seul. Nombreux sont ceux qui l'observent, comme le gypaète barbu. Que lui veut ce grand rapace? Le gypaète est de retour dans les Alpes après un siècle d'absence. Comme le loup, il avait été exterminé par les hommes. On le prenait pour un dragon malfaisant, un tueur d'enfants. À cause de ses yeux cerclés de rouge, de cette barbe effrayante. Trois mètres d'envergure. Le plus grand vautour d'Europe et aussi le meilleur des planeurs. Ce mâle a 6 ans. Il est né dans le massif du Mercantour, mais en est parti très jeune. Il parcourt chaque année des milliers de kilomètres au-dessus des Alpes. Mais que cherche-t-il? Pour l'instant, il suit Louve. Attend-il qu'elle meure pour la manger? Parce que, question menue, vous allez le voir, le gypaète n'est pas des plus faciles à satisfaire. On comprend maintenant pourquoi gypaète suivait Louve. Ses efforts vont être enfin récompensés. Gypaète n'est pas un vautour comme les autres. Son régime lui interdit la chair et la peau.
préparer son repas, il a une recette bien à lui. D'abord, couper le gibier en morceaux. Ensuite, tenir fermement la pièce choisie à 50 mètres de hauteur. La lâcher délicatement sur un rocher saillant. Et voilà. Le déjeuner est servi. Des os brisés. Gypaète ne mange que ça. Il a dans l'estomac l'acide digestif le plus puissant du monde vivant. Mais attention, des os frais seulement, pas des vieux os desséchés. L'eau va continuer de marcher, 50 à 60 km par jour. Depuis le massif des Zillertal dans le Tyrol, elle a traversé l'Autriche d'est en ouest. Puis elle est entrée en Suisse par les Grisons, a réussi à passer le Saint-Gothard et le Mont-Rose. Elle a contourné l'impressionnant Matterhorn. En quelques semaines, elle a parcouru plus de 1000 km. Elle est entrée en France dans le massif du Mont-Blanc. Elle est fatiguée et affaiblie par le voyage. Il faut qu'elle trouve un endroit pour se reposer. Elle va bientôt donner naissance. Chez les loups, on accouche dans la tanière de la famille. Creusée par les ancêtres très profondément sous la terre, elle est placée au centre de leur territoire. Elle se transmet de génération en génération. Louve n'a pas de territoire. Elle doit trouver un endroit au sec avec un peu d'eau fraîche, pas trop loin. À mi-pente, pour voir venir les dangers. Un trou sous une vieille souche. Voilà. Elle a mis bas pendant la nuit. Une portée de 8 louveteaux. Deux petits sont morts à la naissance. Elle les a mangés pour ne pas attirer d'autres prédateurs. Nombreux sont ceux qui ne feraient qu'une bouchée de ces petits. Renards, corbeaux, sangliers. C'est un lynx, le prédateur le plus imperceptible des montagnes. Elle le sent, mais ne peut le voir. Le
lynx peut rester à l'affût pendant des heures. Il attend qu'elle s'en aille chercher de la nourriture pour attaquer. Elle le sait. Et pourtant, elle a faim. Voilà 3 semaines qu'elle n'a mangé que de l'herbe et des vers de terre. S'il était encore dans sa meute, elle pourrait confier ses petits aux autres femelles. Quand la mère alpha met bas, ses filles se mettent à produire du lait. Elles deviennent des nourrices. Lynx renonce pour aujourd'hui, mais il peut revenir à tout moment. Et en un éclair tuer ses petits d'un coup de griffe. Louve est coincée. En plus, elle a parmi ses petits un aventurier intrépide. Un cauchemar pour une louve seule. Et Lynx? 3 petits affamés l'attendent elle aussi. C'est une maman, et elle œuvre comme tous les parents au printemps. Elle protège et nourrit ses petits. Au XXe siècle, les lynx ont totalement disparu des Alpes. Puis quelques rescapés ont été réintroduits en Suisse. La bonne nouvelle, c'est que ça a marché. Aujourd'hui, les lynx sont présents pratiquement partout dans nos montagnes. Les louveteaux ont maintenant 2 mois. Le moment de découvrir le monde et d'apprendre en observant les adultes. Louve doit faire attention à ne pas en perdre en route. Surveiller intrépide, c'est lui le plus dangereux. Par simple curiosité, il est capable de filer sans prévenir. Leur instinct de prédateur est encore totalement endormi. Ils ne seront pas chassés avant l'âge d'1 an. À 2 mois, c'est le moment du sevrage. La mère arrête progressivement le lait et commence à nourrir ses petits avec de la viande régurgitée. Du gibier chassé par la meute. Rien de tout cela n'est possible pour Louve. La méthode éducative des loups est un mélange de permissivité et de restriction. On n'interdit rien au jeune loup. Il doit faire ses propres expériences et apprendre ainsi à tirer les conséquences de ses actes. Comme apprendre à reconnaître les amis et les ennemis.
Lou va trouver une nouvelle tanière. Mais toujours rien à manger à part quelques insectes. C'est le moment le plus difficile. Elle n'a plus assez de lait. Plus il réclame, moins elle peut les satisfaire. Il lèche sa bouche pour qu'elle régurgite de la nourriture. Mais elle n'a rien à régurgiter. Il faut vraiment qu'elle trouve une solution. Il y a bien une possibilité. Les moutons. Ils sont faciles à attraper, mais si elle veut manger une brebis, il va falloir qu'elle affronte un ennemi de longue date. L'homme. Les premiers sédentaires se sont installés dans les Alpes à l'âge du bronze, il y a 4000 ans. C'étaient des éleveurs de moutons. Ce fut le début d'un long conflit avec les loups. Aujourd'hui, pour défendre leur bétail, certains ont choisi de les éliminer. Il existe un homme qui mène un autre type de combat. C'est un adversaire de taille pour les loups qui veulent se nourrir des animaux des hommes. Cet homme a choisi de mener le combat d'une manière très singulière. Mathias Corneli. Mathias a accepté cette année de conduire un troupeau dans l'estive la plus dangereuse des Alpes. Affronter les meutes de loups du Vercors. Ici, l'année dernière, 35 bêtes sont mortes. Les éleveurs de la région lui ont confié 650 brebis. Elles ont passé l'hiver dans une bergerie et maintenant elles doivent se nourrir d'herbes tendres pour engraisser et donner naissance. La mission de Mathias, les conduire jusqu'au pâturage et les protéger de tous les dangers pendant 2 mois. Son défi, revenir à la fin de l'été avec toutes les brebis. Sur ce territoire, aucun berger ne l'a réussi depuis des années, à cause des loups. De son côté, Louve attend sa chance. Une seule brebis pourrait nourrir ses petits pendant plusieurs jours. Les hauts plateaux du Vercors, entre la chaîne de l'Aubiou et celle du Dévoluy. Le col de la Croix-Haute est juste derrière les alpages attribués à Mathias. Pour l'accompagner dans sa mission, une équipe de choc qu'il a choisie et formée. Il a 2 types de chiens. Les chiens de conduite, légers et rapides, et ceux qui protègent le troupeau, lourds et puissants. Raga est une femelle beauceron. Elle est passionnée par son travail et c'est de loin la plus active. Elle passe son temps à guetter les brebis qui s'écartent
et à les ramener dans le droit chemin. Tout ça pour faire plaisir à Mathias. Léo est un petit berger des Pyrénées, léger, rapide et avec un cœur de lion. On peut compter sur sa vigilance de tous les instants. Il ne rate pas un épisode. La vieille Caille est à la retraite. Elle ne travaille plus, mais tout le monde fait comme si elle était essentielle à l'équipe. Bientôt, elle ne pourra plus escalader ces montagnes. Mathias emmène son troupeau dans l'endroit le plus périlleux. Là où le plus grand nombre d'attaques ont eu lieu. La combe de tous les dangers. C'est volontaire. Autant être clair tout de suite. Mathias et ses chiens sont là. Et n'ont pas peur d'eux. Louve a entendu le message. Mais elle a surtout senti un autre danger. Une meute de loups est là. Ils sont nombreux et prêts à attaquer. Les chiens de protection prennent leur place. Thor se positionne en hauteur. Il surveille tout. Il sent tout. Il écoute tout. Réa se place au milieu du troupeau. Elle est particulièrement attachée aux brebis qu'elle materne comme ses petits. Mora fait les extérieurs. Elle se déplace parfois loin du troupeau pour laisser son odeur marquer son territoire et défier tout loup qui voudrait s'approcher. Quant à Mastin, le jeune molosse, il quadrille le territoire sur un grand périmètre autour du troupeau. Les loups travaillent en équipe. Ils observent et cernent leur proie. L'odeur des brebis excite leur faim. Les loups ne cherchent pas la bagarre. Ils préfèrent se nourrir sans avoir de problème. Si les chiens occupent bien le terrain, ils vont chercher ailleurs. Cette première rencontre devrait marquer les mémoires des loups. Ils se souviendront de l'odeur de Thor, Mora et Mastin. La prochaine fois, ils passeront leur chemin.
Mathias et ses chiens protègent le troupeau et se protègent entre eux. Ils agissent instinctivement grâce aux gènes de leur ancêtre à tous. Le loup, c'est la meute de Mathias. Depuis qu'il fait ce métier, il a gardé plus de 15 000 brebis. Et il n'en a perdu que 3 à cause des loups. Mathias n'est ni pour ni contre le loup. Pour lui, la vie est sacrée, même celle du loup. Le loup est là. Il fait avec. Louve n'est pas rentrée. Elle continue à chercher de la nourriture. À 10 semaines, Intrépide est le plus actif de la meute. Il est atterré par tout ce qui bouge. Il est maintenant sur la trace d'un mets délicieux. Un os de bouquetin. Pour lui tout seul. C'est lors des jeux que les personnalités se forgent. Il y a les leaders, il y a les suiveurs, il y a ceux qui abandonnent facilement, et il y a ceux qui ne lâchent jamais. Louve a repris la route vers des contrées plus hospitalières. Elle a traversé le Vercors, le massif de la Chartreuse et est arrivée dans la Tarentaise. Elle cherche un territoire paisible où elle pourra s'établir. Aujourd'hui, elle a détecté des odeurs d'urine. Ce sont des signaux qui indiquent une frontière à ne pas franchir. Louve vient d'entrer sur le territoire d'une meute de loups. Ils ne sont pas très loin. Les loups sont capables de tuer en cas d'intrusion. Mais il y a un autre danger. Ils arrivent de la vallée. Ils sont nombreux eux aussi. Les
Les hommes et les loups ne font pas bon ménage. Louve le sait, dans ses gènes. Elle sent qu'elle doit fuir. Elle est au bout du chemin. Derrière elle, une montagne infestée de dangers. Devant elle, un monde inconnu. On sait aujourd'hui que de nombreux loups traversent nos villes et nos villages. Ils agissent de nuit, sans un bruit. Depuis qu'ils sont revenus en France, les parcours de nombreux loups ont été étudiés. Ils franchissent tout, les fleuves, les autoroutes et même les lignes de TGV. Ils prennent des risques inouïs, rien ne les arrête. Louve a réussi à traverser la vallée de l'Ubaye et elle a trouvé un nouveau territoire plus tranquille. Ici, pas d'odeur d'homme, ni de chien. C'est une terre d'abondance, avec de la nourriture à profusion. Louve vient d'entrer dans une réserve naturelle, le parc du Mercantour. Un sanctuaire créé par l'homme qui protège toutes les espèces. C'est son nouveau territoire. Mais il y a une autre présence. C'est Gypaète. Il est retourné exactement à l'endroit où il est né. Et il a fondé une famille. Louve a réussi à maintenir ses 6 petits en vie et en bonne santé. Mais l'hiver arrive. Et il lui faut de l'aide.
C'est le moment d'appeler d'autres loups. La voix des loups est faite pour les montagnes. Elle peut s'entendre à des dizaines de kilomètres. Mais ce soir, personne ne l'entend. Dans une vallée lointaine, un jeune loup a entendu ces appels. Au petit matin, ils ont pu faire connaissance. Louve a parcouru 1300 km. Partie en hiver des Dolomites, elle a traversé presque toutes les Alpes, seule. Elle a mis bas dans le massif du Mont Blanc. Puis elle a fait route vers le sud. Elle a traversé le Vercors, les Écrins, et s'est établie dans les Alpes de Haute-Provence. Quelques semaines plus tard, une caméra d'observation a capturé ces images. Louve a reconstitué une meute et elle a maintenant son propre territoire. En vérité, le voyage de Louve raconte une histoire bien plus vaste. Les loups ont failli disparaître d'Europe au XXe siècle. Pas un seul n'avait survécu en France. Seules quelques familles isolées dans les Alpes italiennes. Puis dans les années 90, quelques loups solitaires comme Louve ont commencé à reconquérir les territoires que leurs ancêtres avaient perdus. En voyageant, en formant de nouvelles meutes loin de chez eux, ils ont peu à peu repeuplé les montagnes. Aujourd'hui, ils sont à peu près 2000. Les loups sont le symbole du renouveau des Alpes. Alors, quels enseignements pouvons-nous tirer de toutes ces histoires? Que nous ont appris tous ceux qui vivent dans ces montagnes? Avant de se prononcer, il faut aller interroger les sages. Celles et ceux qui étaient là avant les animaux et les hommes.
celles qui vivent là depuis des millions d'années. Les plantes. Comment font-elles pour survivre pendant des mois sous la neige, dans l'obscurité et le froid? Et pendant leur courte vie à la lumière, comment se partagent-elles les maigres ressources disponibles? 2000 espèces de plantes d'altitude vivent ici sous la surveillance de Pascal, leur jardinier. Elles ont développé de nombreuses stratégies pour résister aux conditions extrêmes de la haute montagne. Entre 1000 et 2000 mètres, beaucoup se font la guerre. Pour asseoir sa domination, la polémoine bleue colonise des zones entières et étouffe ses concurrentes. La rhinante à crête de coq se loge sur la racine d'une plante voisine et prélève sa sève pour s'en nourrir. Et la plus terrible d'entre elles, l'épervière velue, empoisonne ses voisines. Ici, clairement, les plus forts éliminent les plus faibles. C'est, dit-on, la loi de la nature. Mais ce n'est pas tout à fait juste. Car il y a une autre loi au-dessus des nuages. Là-haut. Là où plus rien ne pousse. Quand la pauvreté des sols s'allie aux infernales conditions climatiques, les règles changent et la vie révèle un de ses plus beaux secrets. Le Silène-à-Cole est une plante en forme de coussin. Au cœur, il y fait 10 degrés de plus qu'à l'extérieur. Un microclimat qui permet à de nombreuses espèces d'y trouver refuge. Telle cette gentiane bleue qui sans aide mourrait. Chaque petite fleur s'appuie sur sa voisine, oh non pas pour la tuer, mais pour préserver et partager l'eau et la chaleur. La plus étrange d'entre elles est aussi celle qui vit le plus haut. La mystérieuse Androsace et son agréable odeur de miel. Celle-ci a peut-être déjà un siècle. On pourrait penser qu'elle est seule, mais en réalité elle abrite une multitude de petites bêtes invisibles. Bactéries, acariens, insectes, ils vivent en communauté avec l'Androsace. Elle est à elle seule un véritable écosystème capable de vivre en autonomie complète. Ces plantes nous révèlent un des mécanismes fondamentaux du monde vivant. Quand il n'y a plus rien, ce ne sont pas les plus forts qui gagnent, mais ceux qui s'entraident. Plus les conditions sont difficiles, plus coopérer devient vital. Voilà la réponse de ceux qui vivent dans les Alpes. Et tous ici le savent. Les femelles bouquetins qui s'entraident pour garder leurs petits. Les oiseaux malicieux qui s'associent pour trouver à manger. Les cerfs qui se réchauffent en se serrant les uns contre les autres. Les gypaètes qui comptent sur les loups pour trouver des os. Les arbres qui se cotisent pour aider les plus vieux. Les loups qui sacrifient tout à la sauvegarde de leur meute. Les arolles qui comptent sur Casse-Noix pour semer leurs graines. Les loups qui surmontent des épreuves inouïes pour partager leur vie avec d'autres loups. Et les hommes qui comptent sur leurs chiens pour veiller sur leurs troupeaux. Tous ces êtres ne sont pas les plus forts. Ils savent que la montagne est bien plus puissante qu'eux. Alors,
Ils s'entraident.